je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Je n'aurais jamais pensé passer mon 68e anniversaire à dormir dans un garage abandonné, entouré par l'odeur d'huile de moteur et des décennies de poussière. Pourtant, j'étais là, cherchant à tâtons une clé inconnue dans l'obscurité. Les larmes brouillaient ma vision alors que les mots de mon fils résonnaient dans mon esprit. Tu n'es qu'une vieille femme inutile, maman. Que ferais-tu même d'un véritable héritage? Mais laissez-moi revenir en arrière. Vous devez comprendre comment je me suis retrouvée ici, sans abri le jour de mon anniversaire, serrant une valise contenant ce qui restait de mes 42 ans de mariage. Il y a 3 semaines, je me tenais aux côtés de mon fils, Daniel, aux funérailles de Richard. Mon mari depuis plus de 40 ans avait finalement perdu sa bataille contre la maladie cardiaque, laissant dans mon monde un vide béant que je ne savais pas comment combler. L'église était remplie de relations d'affaires, d'amis et de membres de la famille, tous vêtus de tenues noires et sombres. Daniel se tenait à côté de moi, grand et confiant dans son costume parfaitement taillé. À 40 ans, il était le portrait craché de son père, la même mâchoire forte, les mêmes yeux bleus perçants, le même air d'autorité qui commandait l'attention dans n'importe quelle pièce. La seule différence était la chaleur dans ses yeux. Ceux de Richard avaient toujours caché de la gentillesse derrière son extérieur d'homme d'affaires. Daniel semblait s'être endurci au fil des ans. « Maman, ils nous attendent », a chuchoté Daniel, sa main sur mon coude me guidant vers le premier rang. Sa femme, Vanessa, était assise avec une posture parfaite, pas un cheveu de travers. Sa robe de créateur était impeccable, même en deuil. Elle m'a offert un sourire pincé qui n'a jamais atteint ses yeux. La cérémonie s'est déroulée dans un brouillard d'hymnes et d'éloges funèbres. J'ai à peine enregistré les mots, perdus dans les souvenirs de Richard. Notre premier rendez-vous dans ce petit restaurant italien où le serveur a renversé du vin sur sa chemise, le jour de la naissance de Daniel où Richard a pleuré plus que moi, notre voyage pour notre 40e anniversaire à Paris, où il a insisté pour monter à la Tour Eiffel malgré son cœur défaillant. Après la cérémonie, Daniel m'a ramené à notre domicile, le magnifique appartement avec terrasse surplombant Lyon que Richard et moi partagions depuis 15 ans. « Maman, la lecture du testament est prévue pour demain à 10 heures, m'a informé Daniel alors que nous entrions dans le parking souterrain. Je passerai te prendre à 9h30. Si tôt? Ai-je demandé, surprise. Je pensais que ces choses prenaient généralement des semaines. Papa avait tout arrangé, a répondu Daniel. Toujours efficace, même à la fin. C'était bien Richard, toujours à planifier, toujours à penser avec 10 longueurs d'avance sur tout le monde. C'est ce qui avait fait de lui un homme d'affaires si prospère. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point il avait pensé loin en avance. Le lendemain matin était gris et brumeux, parfaitement assorti à mon humeur. Je me suis habillée avec soin d'une simple robe noire, la même que celle que j'avais portée aux funérailles. Daniel est arrivé exactement à l'heure, Vanessa à ses côtés sur le siège passager de son SUV de luxe. « Bonjour, Hélène », a dit Vanessa, sa voix agréable mais distante. Elle ne m'appelait jamais maman, gardant toujours cette distance formelle entre nous. J'avais depuis longtemps cessé d'espérer une relation plus chaleureuse avec ma belle-fille. L'étude de Maître Dubois, notre notaire de famille depuis des décennies, se trouvait dans un majestueux immeuble haussmannien du centre-ville. Il nous a accueillis chaleureusement, ses yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de métal. « Avant de commencer », a-t-il dit en ajustant. Ces lunettes, je tiens à vous assurer que tout est juridiquement contraignant et précisément conforme aux instructions de M. Richard. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître cette déclaration comme l'avertissement qu'elle était. La lecture elle-même s'est déroulée dans un flou, mais certaines phrases se sont détachées avec une clarté dévastatrice. À mon fils, Daniel Richard, je lègue notre résidence principale à Lyon et mon principal portefeuille d'investissement. Daniel a hoché la tête, son expression solennelle mais satisfaite, comme s'il recevait exactement ce à quoi il s'attendait. Et puis, presque comme une pensée après coup, à ma femme bien-aimée, Hélène Richard, je lègue la propriété située au 1420 boulevard de l'Industrie, le garage et son contenu. Un garage. Après 42 ans de mariage, mon mari m'avait laissé un garage. J'ai dû émettre un son de détresse car Maître Dubois m'a regardé avec inquiétude. « Madame Richard, tout va bien. »« Just un garage. »« Et nos économies, notre maison ?» Ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Maître Dubois a feuilleté ses papiers, mal à l'aise. « Les comptes joints ont été transférés à Monsieur Daniel Richard au décès de votre mari, comme spécifié dans le testament. » Le visage de Daniel était passé d'un deuil solennel à un triomphe à peine dissimulé en un instant. Je me souviens de sa main sur mon épaule, serrant un peu trop fort alors qu'il se penchait pour murmurer « Ne t'inquiète pas, maman. Je veillerai à ce que tu sois prise en charge. » J'étais trop abasourdie pour répondre, trop confuse pour questionner. Pourquoi Richard ferait-il ça? Où étais-je censé vivre? Que étais-je censé faire? Alors que nous quittions l'étude du notaire, j'ai remarqué que Maître Dubois glissait quelque chose dans mon sac à main.
Une petite enveloppe avec mon nom écrit dessus de l'écriture inimitable de Richard. Je n'ai rien dit, sentant instinctivement que je devais l'examiner en privé. On te dépose à la maison, maman, a dit Daniel alors que nous marchions vers sa voiture. Vanessa et moi avons des courses à faire. Le trajet de retour à l'appartement était silencieux. Vanessa tapotait sur son téléphone tandis que Daniel se concentrait sur la route. Je regardais par la fenêtre, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Le garage devait avoir une signification que j'ignorais. Richard n'était pas cruel. Il devait y avoir une raison. Quand nous sommes arrivés, j'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mais la voix de Daniel m'a arrêté. En fait, maman, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Quelque chose dans son ton a noué mon estomac. Je me suis tournée pour le regarder, surprenant le rapide regard qu'il a échangé avec Vanessa. Qu'y a-t-il? Ai-je demandé. Je pense qu'il serait préférable que tu trouves un autre endroit où rester. Je l'ai dévisagé, sans comprendre. Que veux-tu dire? L'appartement est à moi maintenant. C'est dans le testament, a-t-il répondu, sa voix prenant cette qualité répétée qu'il avait perfectionnée dans les affaires. J'ai des collègues qui viennent demain pour discuter de la transformation du bureau de papa en bureau à domicile, et je dois commencer à faire des changements. Mais où suis-je censée aller? La question est sortie petite, déconcertée. Daniel a haussé les épaules, le geste dédaigneux dans sa désinvolture. Tu pourrais rester chez ta sœur Claire pendant un certain temps, où il y a toujours ce garage que papa t'a laissé. Son rire avait une pointe de cruauté que je n'avais jamais entendue auparavant. D'ailleurs, pourquoi il t'a laissé cette ruine me dépasse. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ouvrir un garage de mécanique à ton âge? J'ai senti quelque chose basculer en moi alors, une fondation s'effondrer. Daniel, c'est ma maison. Ton père et moi? Ce n'est plus ta maison. M'a-t-il coupé, sa voix se durcissant. C'est la mienne. Papa a été parfaitement clair. Je me suis agrippée au dossier du siège pour me stabiliser. J'ai besoin de temps pour trouver un endroit où aller. Tu ne t'attends sûrement pas à ce que je parte ce soir. C'est alors qu'il l'a dit. Les mots qui allaient résonner dans mon esprit pendant des heures après, alors que je conduisais sans but dans la ville, me retrouvant finalement dans une rue inconnue du quartier industriel, fixant un garage délabré avec un cadenas sur sa porte. Tu n'es qu'une vieille femme inutile, maman. Que ferais-tu même d'un véritable héritage? Papa le savait. La cruauté avait été si inattendue, si en désaccord avec le fils que je pensais avoir élevé, que je n'ai même pas pu répondre. J'avais simplement pris ma valise, mon sac à main, et la clé que maître Dubois m'avait donnée après la lecture, et j'étais partie. Je suis restée assise dans ma voiture devant l'immeuble, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tourner la clé dans le contact. Comment cela avait-il pu arriver? Comment ma vie avait-elle pu s'effondrer si complètement en seulement 3 semaines? Richard et moi avions toujours vécu confortablement, pas de manière extravagante, malgré son succès en affaires, mais assez bien pour que je ne me sois jamais soucié de l'argent. Nous avions mis Daniel dans les meilleures écoles, pris de belles vacances et économisé ce que je pensais être une coquette somme pour notre retraite. Une retraite que je devrais maintenant affronter seule. Apparemment, avec rien d'autre qu'un garage à mon nom. J'ai quitté le trottoir, les larmes brouillant ma vision. Je devais réfléchir, planifier. Claire vivait à plusieurs centaines de kilomètres, et même si je savais qu'elle m'accueillerait sans poser de questions, l'idée d'arriver sur son paillasson comme un cas de charité était trop difficile à supporter pour le moment. Un hôtel, alors? Juste pour ce soir. Je verrai le reste demain. J'ai conduit jusqu'à un modeste hôtel du centre-ville, j'ai pris une chambre en utilisant ma carte de crédit et je me suis effondrée sur le lit, émotionnellement épuisée. C'est seulement alors que je me suis souvenu de l'enveloppe que maître Dubois avait glissée dans mon sac à main. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouverte pour trouver une seule clé et un petit mot de l'écriture de Richard. Recommence. 1420 Boulevard de l'Industrie. C'était tout. Pas d'explication. Pas d'excuse pour m'avoir laissé pratiquement sans abri. Juste une instruction énigmatique et une clé. La colère m'a traversée, soudaine et brûlante. Recommencer à 68 ans? Après avoir déraciné toute ma vie pour suivre ses ambitions professionnelles, après avoir élevé notre fils, après l'avoir soutenu à travers chaque triomphe et chaque revers en affaires, c'était ce que je méritais? Un garage et une directive de 2 mots. J'ai jeté la clé à travers la pièce où elle a heurté le mur avec un petit cliquetis insatisfaisant avant de tomber sur la moquette. J'ai passé une nuit agitée, alternant entre la colère, la confusion et le chagrin. Au matin, l'épuisement avait émoussé les arêtes vives de mes émotions, laissant à leur place une douleur creuse. J'ai récupéré la clé là où elle était tombée, la tournant et la retournant dans ma main, pensive. Richard n'avait jamais été cruel ou irréfléchi. Il devait y avoir plus que ce qui apparaissait à la surface. J'ai quitté l'hôtel et j'ai entré l'adresse dans mon GPS. Il m'a conduite dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, un quartier d'entrepôts, d'ateliers de réparation et de petites usines.
Le 1420 boulevard de l'Industrie s'est avéré être un garage indépendant avec une peinture délavée et une enseigne rouillée qui aurait pu autrefois indiquer « Garage Richard », mais qui était maintenant trop altérée pour en être certain. Il avait l'air abandonné, les fenêtres sales, l'extérieur peu accueillant. Je suis restée assise dans ma voiture à le regarder. Pendant un long moment, essayant de comprendre pourquoi Richard m'aurait laissé cet endroit entre tous. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Le nom de Daniel s'est affiché à l'écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Maman, où es-tu » Sa voix contenait de l'irritation plutôt que de l'inquiétude. « Tante Claire a dit que tu ne l'avais pas contactée. »« Je vais bien, Daniel » ai-je répondu, gardant un ton neutre. « J'ai trouvé un endroit où rester. »« Eh bien, j'ai besoin que tu viennes chercher le reste de tes affaires à l'appartement. Je fais commencer les décorateurs d'intérieur demain, et ils ont besoin que tout soit vidé. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance de sa cruauté. Juste plus d'exigence et de mépris. « Je vois, » ai-je dit, un calme étrange s'installant en moi. « Et quand cela vous arrangerait-il » ? « Demain matin avant 9 heures. J'ai des réunions toute la journée. »« J'y serai, » ai-je dit, et j'ai raccroché sans attendre sa réponse. J'ai de nouveau regardé le garage devant moi. Quelles que soient les raisons de Richard de me laisser cet endroit, c'était apparemment tout ce que j'avais maintenant. Autant voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le cadenas était vieux mais bien huilé, s'ouvrant en douceur lorsque j'ai inséré la clé. La porte a gémi en protestation alors que je la poussais, envoyant une cascade de grains de poussière danser dans le faisceau de lumière qui traversait la pénombre. Et c'est là que je l'ai vue. Je suis restée figée sur place, le souffle coupé, alors que la lumière révélait ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être ce que Richard avait voulu dire quand il m'a laissé, juste un garage, dans son testament. L'intérieur n'était pas rempli de bric-à-brac ou d'outils abandonnés comme je m'y attendais. L'espace devant moi contenait 3 véhicules, chacun recouvert de housse en tissu sur mesure, disposés avec une précision méticuleuse. Mais c'était l'objet brillant partiellement visible à l'avant du garage qui avait momentanément arrêté mon cœur. La calandre argentée inimitable de ce qui semblait être une Aston Martin de collection, sa surface polie captant la lumière comme un phare dans l'obscurité. Qu'était-ce que c'était ? Et pourquoi diable Richard me l'avait-il caché toutes ces années ? Je me suis avancée, attirée par la confusion et la curiosité. Mes doigts tremblaient alors que je retirais la housse ajustée de l'Aston Martin. Le tissu doux a glissé pour révéler une DB5 de 1964 d'un gris argenté immaculé, identique à celle que Sean Connery conduisait dans ses films de James Bond que Richard aimait tant. La voiture brillait sous la lumière comme si elle venait de sortir de l'usine, pas comme si elle était restée dans ce garage obscur depuis Dieu sait combien de temps. « Richard » ai-je chuchoté dans le silence, « qu'est-ce que tu faisais » ? Mon mari n'avait jamais mentionné collectionner des voitures. En 42 ans de mariage, il n'y avait jamais eu le moindre indice de cette passion, de cet investissement, de cette vie secrète. Je ne savais même pas comment l'appeler. Je me suis dirigée vers le véhicule suivant, mon cœur battant plus vite alors que je retirais doucement sa couverture. Une Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 est apparue. Ses portes papillons distinctives et ses lignes élégantes étaient incomparables, même pour mon œil non averti. La peinture bleu profond était immaculée, les détails chromés captant la lumière comme des étoiles dispersées. La troisième couverture dissimulait une Ferrari, une 275 GTB 4 de 1967, selon la petite plaque montée sur un support à côté. La couleur rouge profond me rappelait le vin que Richard commandait pour nos anniversaires. Riche et intense. Chaque voiture était accompagnée d'un portefeuille en cuir contenant ce qui semblait être des documents, papiers de provenance, carnets d'entretien, contrats d'achat. Je n'étais pas une experte, mais même moi. Je savais que ce n'était pas seulement de belles vieilles voitures. C'étaient des trésors de qualité musée qui valaient, je ne pouvais même pas l'imaginer. Il doit y avoir une explication, ai-je murmuré, ma voix étrangement forte dans le garage silencieux. C'est alors que j'ai remarqué l'enveloppe collée au mur à côté d'un interrupteur. Mon nom y était écrit de l'écriture inimitable de Richard. Avec des doigts qui ne voulaient pas cesser de trembler, je l'ai décroché et j'ai trouvé l'interrupteur, inondant le garage d'une luminosité inattendue provenant de luminaires LED modernes encastrés dans le plafond. L'illumination soudaine a révélé que ce n'était pas un garage ordinaire. L'espace avait été aménagé par des professionnels avec des systèmes de climatisation, un sol personnalisé, des dispositifs de sécurité et des zones de rangement spécialisées le long des murs. Ce n'était pas un bâtiment abandonné. C'était un sanctuaire automobile soigneusement conçu. Je me suis assise sur un banc en cuir positionné contre un mur, l'enveloppe lourde dans mes mains. Après un moment d'hésitation, j'ai rompu le seau et j'ai sorti plusieurs pages du papier à lettres distinctives de Richard. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et tu as découvert ce que j'en suis venue à considérer comme mon dernier cadeau pour toi. D'abord, je dois dire que je suis désolée pour le choc et la confusion que tu dois ressentir en ce moment.
Le secret n'était pas destiné à te blesser, mais à protéger ce que je construisais pour ton avenir. Il y a 6 ans, lorsque j'ai reçu mon diagnostic, les médecins m'ont donné 5 ans au mieux. J'ai dépassé leur pronostic d'1 an, mais je savais que notre temps ensemble était limité et je devais m'assurer que tu serais prise en charge après mon départ. Je me suis arrêtée, retenant mes larmes. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque progressive de Richard avait été dévastateur, mais il en avait toujours minimisé la gravité, insistant sur le fait qu'il avait beaucoup de temps. Je n'avais aucune idée qu'il avait planifié la fin depuis le tout début. Je sais que tu t'interroges sur le testament, sur la raison pour laquelle j'ai laissé notre maison à Daniel plutôt qu'à toi. Crois-moi, cette décision m'a causé plus de nuits blanches que ma santé ne l'a jamais fait. Mais au cours de la dernière décennie, j'ai vu notre fils changer. Le garçon ambitieux que nous avons élevé est devenu quelque chose de différent, quelque chose de plus dur et de plus calculateur que je ne l'aurais jamais souhaité. La vérité est que je craignais ce qui t'arriverait si je laissais tout à vous deux conjointement, ou même si je partageais les choses équitablement. Daniel aurait trouvé des moyens de contrôler les actifs, de gérer ta part pour ton bien, comme il l'aurait dit. J'ai vu comment il te parle quand il pense que je n'écoute pas, comment il rejette tes opinions et tes besoins. Une larme a éclaboussé le papier, brouillant légèrement l'encre. Je n'avais pas réalisé que Richard avait remarqué ces interactions. J'avais toujours trouvé des excuses au comportement dédaigneux de Daniel, me disant qu'il était juste occupé, juste stressé par sa carrière. Alors, j'ai créé cette succession divisée avec des intentions très délibérées. Daniel a reçu ce qu'il considérera comme la partie de valeur, l'appartement, les investissements visibles, les symboles de statut. Mais ce que tu regardes maintenant, mon amour, c'est la vraie richesse. Ces 3 voitures valent à elles seules environ 11 millions d'euros. La documentation confirmera leur provenance et tu trouveras les coordonnées de Marc Chevalier, mon négociant et conseiller de confiance pour ces acquisitions. Il pourra t'aider pour tout ce que tu décideras d'en faire. 11 millions d'euros. J'ai levé les yeux vers les 3 machines silencieuses, leur surface brillante reflétant les lumières du plafond. Ce n'était pas possible. Mais les voitures ne sont que le début. Dans le coffre-fort. Derrière la photo de nous à Venise, la combinaison et notre anniversaire, tu trouveras la documentation de plusieurs biens immobiliers d'investissement que j'ai acquis au cours des 6 dernières années. Tous placés dans une fiducie qui a été transférée à ton nom à ma mort. Tu trouveras également des informations bancaires pour des comptes qui devraient te fournir un revenu confortable pour le reste de ta vie. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser la lettre un instant. Il y avait un coffre-fort. J'ai regardé autour de moi et j'ai repéré la photo encadrée sur le mur. Richard et moi sur le pont du Rialto, riant alors qu'un musicien de rue nous faisait la sérénade lors de notre voyage pour notre 35e anniversaire. Je me suis levée, chancelante, et je me suis dirigée vers elle. Le coffre-fort s'est ouvert avec un léger déclic lorsque j'ai entré notre date d'anniversaire. À l'intérieur, j'ai trouvé un épais portefeuille et plusieurs clés USB soigneusement étiquetées. Le premier document du portefeuille était intitulé « Succession de Richard Dubois, inventaire complet des actifs pour Hélène Dubois ». Je l'ai ouvert et j'ai immédiatement dû me rasseoir alors que des colonnes de chiffres et des descriptions de propriétés dansaient devant mes yeux. Des immeubles d'appartements à Marseille, des locaux commerciaux à Bordeaux, un petit vignoble dans le Beaujolais, des portefeuilles d'actions, des obligations, des investissements en capital investissement. La valeur totale au bas de la page a fait bourdonner mes oreilles. Avec des doigts engourdis, je suis revenue à la lettre de Richard. Je sais que tout cela est accablant, et je suis désolée de t'avoir caché tout ça. Au début, ce n'était qu'un projet pour canaliser mon anxiété face à l'avenir, mais à mesure que le portefeuille grandissait, j'ai réalisé que le révéler prématurément pourrait le mettre en danger si Daniel découvrait l'étendue de ses avoirs. Tu te demandes probablement pourquoi je ne t'ai pas simplement protégé par des moyens plus conventionnels. La vérité est que je voulais donner à Daniel une chance de montrer son vrai caractère. Peut-être que face à son héritage et à sa responsabilité envers toi, il se hisserait au niveau de l'homme que nous avons élevé. S'il s'est montré digne, s'il a assuré ton confort et ta sécurité, alors peut-être pourrais-tu choisir de partager une partie de cette richesse avec lui. Mais s'il a révélé une nature différente, eh bien, alors cet héritage est ta protection contre cette réalité, ton indépendance, ta liberté. J'ai dû m'arrêter de lire à nouveau alors qu'un sanglot m'échappait. Richard avait su. Il avait anticipé exactement ce qui se passerait, avait prévu comment Daniel réagirait en prenant le contrôle de l'appartement. J'ai toujours cru que le caractère se révèle le plus clairement au moment de succession, à la fois ce que nous recevons et ce que nous croyons mériter. Daniel reçoit un test autant qu'un héritage. Et toi, mon amour, tu reçois les moyens de vivre le reste de ta vie exactement comme tu le choisis, redevable à personne. Tout mon amour, maintenant et toujours. Richard. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant librement maintenant. Après 42 ans de mariage, je pensais tout savoir de mon mari. Au lieu de cela, il semblait que je ne découvrais que maintenant la véritable profondeur de son amour et de sa prévoyance.
Assise au milieu de millions d'euros d'art automobile, l'ironie ne m'a pas échappé. Il y a quelques heures à peine, mon fils m'avait mise à la porte de ce que je pensais être ma maison, me traitant de vieille femme inutile tout en croyant avoir reçu le précieux héritage. Comme il s'était trompé sur tout. J'ai passé cette première nuit sur un canapé en cuir que j'ai découvert dans un petit bureau attenant au complexe du garage. Ce n'est qu'au matin que j'ai pleinement apprécié l'étendue des préparatifs de Richard. Le bureau contenait une salle de bain compacte avec douche, un mini-réfrigérateur rempli d'eau et de provisions de base, et même un petit placard avec plusieurs tenues de rechange à ma taille, les étiquettes encore attachées. Mon mari pragmatique avait anticipé que j'aurais peut-être besoin d'un abri temporaire ici. La lumière du jour a révélé plus de détails que j'avais manqué dans mon état émotionnel la veille. Le garage n'était pas un espace industriel négligé, mais une installation méticuleusement rénovée avec une sécurité de pointe, des systèmes de climatisation et un éclairage personnalisé conçu pour mettre en valeur les véhicules. Ce qui semblait délabré de l'extérieur était un camouflage intentionnel dissimulant les trésors à l'intérieur. Après un simple petit déjeuner de barres de céréales et d'eau en bouteille, j'ai appelé le numéro de Marc Chevalier que Richard avait inclus dans sa lettre. Malgré l'heure matinale, il a répondu à la deuxième sonnerie. « Madame Dubois » a-t-il dit, sa voix profonde, chaleureuse et professionnelle. « J'attendais votre appel. Tout d'abord, veuillez accepter mes condoléances pour votre perte. Richard n'était pas seulement un client, mais un ami. »« Merci, monsieur Chevalier » ai-je répondu, ma voix encore rauque d'avoir pleuré. « Je suis un peu dépassée. Je n'ai découvert le garage et son contenu que la nuit dernière. » « Oui, Richard a mentionné que vous ne le sauriez qu'après son décès. Je suis heureux de répondre à toutes vos questions et de vous aider de toutes les manières possibles. Souhaitez-vous que je vienne au garage ?» 2 heures plus tard, un homme distingué d'une 60aine d'années est arrivé dans une berline modeste, se garant soigneusement à côté de ma vieille Peugeot. Marc Chevalier ressemblait exactement à ce que sa voix avait suggéré, cheveux argentés, impeccablement vêtu d'une veste en tweed avec des patchs en cuir au coude et portant un mince portefeuille en cuir. « Madame Dubois » a-t-il dit en me tendant la main. « Un plaisir de vous rencontrer, bien que j'aurais souhaité que ce soit dans des circonstances plus heureuses. » Alors que nous nous installions dans le bureau avec le café d'un thermos qu'il avait apporté, Marc m'a aidé à commencer à comprendre l'ampleur de ce que Richard avait créé. « Votre mari a commencé à acquérir ces véhicules il y a environ 6 ans, a-t-il expliqué en ouvrant son portefeuille. Il était extraordinairement méthodique dans son approche. Chaque achat a été soigneusement étudié pour son authenticité, sa provenance et son potentiel d'investissement. « Mais pourquoi des voitures ?» ai-je demandé, luttant toujours pour relier cette passion au mari que je pensais connaître parfaitement. Richard n'a jamais montré d'intérêt particulier pour les automobiles au-delà de nos véhicules ordinaires. Marc a souri doucement. Il me l'a expliqué une fois. Il a dit que les voitures étaient des actifs tangibles et magnifiques qui apportaient de la joie simplement en existant. Contrairement aux actions ou aux obligations, elles pouvaient être appréciées à plusieurs niveaux. Comme de l'art, comme des merveilles d'ingénierie, comme des artefacts historiques et comme des investissements financiers. Il voulait vous laisser quelque chose que vous pourriez voir et toucher, pas seulement des chiffres sur un relevé. Ma gorge s'est serrée à cette vision de la pensée de Richard. C'était si typique de lui, pragmatique, mais profondément réfléchi. La collection vaut actuellement environ 11 millions d'euros, comme Richard l'a indiqué dans sa lettre, a poursuivi Marc. Mais sa valeur augmente régulièrement. Ces modèles particuliers sont considérés comme des investissements de premier ordre dans le monde des voitures de collection. Et que suis-je censé en faire ? Ai-je demandé, faisant un geste vers les 3 véhicules rutilants. Tout ce que vous souhaitez, madame Dubois. Vous pourriez les vendre individuellement ou en tant que collection. Vous pourriez les conserver comme investissement. Vous pourriez même les conduire, bien que cela affecterait quelque peu leur valeur. Il a fait une pause, m'étudiant attentivement. Il n'y a pas d'urgence à décider. Richard a payé pour le stockage sécurisé et l'entretien pour les 5 prochaines années. Après le départ de Marc, qui a promis de revenir chaque fois que j'aurais besoin de lui, je suis restée assise dans le garage silencieux, contemplant ma situation. Moins de 24 heures auparavant, je me croyais essentiellement sans abri, chassée par mon fils et mystérieusement déshéritée par mon mari. Maintenant, je découvrais que j'étais une femme riche avec des options que je n'avais jamais imaginées. Mais je n'avais nulle part où vivre, sauf ce garage particulier avec ses commodités cachées. J'ai passé la journée à parcourir le portefeuille du coffre-fort, comprenant progressivement l'étendue des manœuvres financières secrètes de Richard. Au-delà des voitures, il avait rassemblé une collection impressionnante de biens immobiliers et d'investissements générant des revenus, tous soigneusement structurés pour m'être transférés de manière transparente à sa mort. Un document a particulièrement attiré mon attention, l'acte de propriété d'une modeste mais charmante maison à Cassis, une ville côtière que nous avions visitée plusieurs fois au fil des ans et que nous avions toujours aimée. Selon les documents, Richard l'avait achetée il y a 4 ans, entièrement meublée et prête à être occupée. J'avais une maison. Une vraie maison. Pas seulement ce garage,
aussi précieux que soit son contenu. À l'approche du soir, mon téléphone a sonné. Le numéro de Daniel s'est affiché à l'écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu, curieuse de ce qu'il pourrait dire après notre dernière interaction. « Maman, où es-tu » Sa voix tenait de l'irritation plutôt que de l'inquiétude. « Tante Claire a dit que tu ne l'avais pas contactée. »« Je vais bien, Daniel » ai-je répondu, gardant un ton neutre. « J'ai trouvé un endroit où rester. »« Eh bien, j'ai besoin que tu viennes chercher le reste de tes affaires à l'appartement. Je fais commencer les décorateurs d'intérieur demain, et ils ont besoin que tout soit vidé. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance de sa cruauté, juste plus d'exigence et de mépris. « Je vois, » ai-je dit, un calme étrange s'installant en moi. « Et quand cela vous arrangerait-il » ? « Demain matin avant 9 heures, j'ai des réunions toute la journée. » J'ai pensé à ces documents étalés devant moi, preuve de la planification minutieuse et de l'amour profond de Richard. J'ai pensé au fils qui pouvait si nonchalamment rejeter sa mère quand elle devenait un inconvénient. Et j'ai pris une décision. « J'y serai » ai-je dit après avoir raccroché. J'ai rappelé Marc et lui ai demandé s'il pouvait me recommander un bon avocat spécialisé en droit des successions. À la tombée de la nuit, j'avais des rendez-vous prévus avec un conseiller juridique et un conseiller financier pour l'après-midi suivant. J'ai passé ma deuxième nuit dans le bureau du garage plus confortablement que la première, mon esprit ne tourbillonnant plus sous le choc, mais planifiant mes prochaines étapes. Je pensais à Richard, l'imaginant orchestrer soigneusement cette protection élaborée pour moi, tout en la gardant secrète pour la protéger de l'ingérence potentielle de Daniel. « Tu le connaissais mieux que moi » ai-je murmuré à la mémoire de Richard alors que je sombrais dans le sommeil. Notre propre fils. La prise de conscience était douloureuse, mais éclairante. Le testament inhabituel de Richard n'avait pas été un rejet de ma part, mais un acte d'amour et de prévoyance profond. Il avait sacrifié le partage de son projet secret avec moi pendant ces dernières années pour s'assurer que je serais vraiment indépendante après son départ. Demain, j'affronterai Daniel une fois de plus, je rassemblerai les trésors personnels qui restaient dans ce qui avait été notre maison, puis je commencerai ma nouvelle vie, celle que Richard avait soigneusement conçue pour moi depuis l'ombre. En m'endormant, je me suis demandé quelle expression traverserait le visage de Daniel s'il savait ce qui était logé dans le garage sans valeur dont il s'était moqué. Mais cette révélation, si elle venait un jour, se ferait selon mes conditions et mon calendrier. Pour l'instant, j'avais l'avantage d'être sous-estimée, une vieille femme inutile avec une fortune secrète et une détermination croissante à honorer le dernier cadeau de Richard en l'utilisant sagement. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'appartement précisément à 8h45. Ayant pris soin de mon apparence d'une manière que je n'avais pas pris la peine de faire depuis des semaines, je portais l'une des nouvelles tenues du placard du garage, un tailleur-pantalon simple mais élégant en bleu marine qui m'allait étonnamment bien, et j'avais coiffé mes cheveux avec soin. De petites rébellions peut-être, mais elles m'ont aidé à me fortifier pour la confrontation à venir. Daniel a ouvert la porte, téléphone à la main, jetant à peine un regard alors que j'entrais dans ce qui avait été ma maison pendant 15 ans. L'espace semblait déjà différent, plus vide, plus froid en quelque sorte. Plusieurs de mes objets de décoration manquaient, et les photos de famille qui avaient bordé le couloir avaient été enlevées, laissant des marques rectangulaires fantomatiques sur les murs. « Enfin » a-t-il dit, rangeant son téléphone dans sa poche. « J'ai mis en carton la plupart de tes affaires personnelles. Les décorateurs seront là à 9h30, donc nous devons être efficaces. » Pas de salutations, pas de questions sur où j'avais passé la nuit après qu'il m'ait mise à la porte de ma maison. Juste une concentration immédiate sur sa propre convenance. « Bonjour à toi aussi, Daniel » ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je vois que tu as déjà commencé à redécorer. Il a haussé les épaules, me conduisant vers la chambre principale, où plusieurs cartons étaient empilés sur ce qui avait été mon côté du lit. Pas la peine d'attendre. L'endroit a besoin d'une mise à jour complète pour maximiser sa valeur. Sa valeur ? Ai-je répété. C'est surdimensionné pour une personne, et le marché est porteur en ce moment. Je pense que je vais rénover, en profiter pendant 1 an ou 2, puis le revendre avec un bénéfice substantiel. Le rejet désinvolte de la maison que Richard et moi avions créée ensemble m'a piqué, mais je me suis contentée de hocher la tête. Je vois. Et les affaires de Richard ? Daniel a fait un geste vague vers d'autres cartons dans le coin. J'ai gardé la Rolex et sa collection de boutons de manchette. Le reste, ce sont juste des vêtements et des trucs de vieux. Tu peux prendre ce que tu veux. Le reste va à une association. Des trucs de vieux, ai-je répété doucement, m'approchant des cartons. Dans le premier, j'ai trouvé les livres bien-aimés de Richard, sa collection de stylos-plumes anciens, le pull que je lui avais offert à Noël dernier et qui portait encore faiblement son odeur. Chaque objet était un morceau de l'homme que j'avais aimé, maintenant désigné comme sans valeur par notre fils. J'ai commencé à trier méthodiquement les cartons, mettant de côté les objets précieux pour moi, tandis que Daniel faisait les 100 pas avec impatience, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. « Tu ne peux pas te dépêcher » a-t-il finalement lancé. « Ce ne sont que des choses, maman.
Tu n'as même pas d'endroit pour tout ranger. Je l'ai regardé, voyant vraiment l'homme que mon fils était devenu. Beau comme son père, mais sans la chaleur ni la compassion de Richard dans les yeux. Quand cela était-il arrivé? Quand l'ambition et le matérialisme l'avaient-ils vidé à ce point? J'ai un endroit, ai-je dit calmement. Et je prendrai tout le temps dont j'ai besoin. Ce ne sont pas seulement des possessions, Daniel, ce sont des souvenirs. Il a levé les yeux au ciel. Bien. J'ai des appels à passer. Finest, just avant 9, age 30. Il est sorti de la pièce sans un regard en arrière. Alors que je continuais à sélectionner soigneusement les objets à emporter, je me suis surprise à passer par les étapes du deuil, non seulement pour Richard, mais aussi pour le fils que je pensais avoir élevé. Avait-il toujours été aussi froid, aussi méprisant? Avais-je simplement refusé de le voir, trouvant des excuses pour un comportement de plus en plus insensible au fil des ans? Richard l'avait vu clairement, cependant. Assez clairement pour créer un plan élaboré pour me protéger de notre propre enfant. Quand j'ai fini de choisir ce qui comptait le plus pour moi, j'ai trouvé Daniel dans ce qui avait été le bureau de Richard, maintenant à moitié vidé de son contenu. Le magnifique bureau en acajou de mon mari, celui qu'il avait hérité de son père, avait disparu, remplacé par une monstruosité élégante de verre et de chrome qui ressemblait plus à un vaisseau spatial qu'à un meuble. J'ai fini, ai-je annoncé depuis le seuil. Daniel a levé les yeux de son ordinateur portable. Super. Tu as besoin d'aide pour descendre les affaires? Je peux appeler le concierge. Ce serait apprécié. Merci. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, j'aimerais dire un adieu convenable à l'endroit, si ça ne te dérange pas. 15 ans de souvenirs méritent quelques instants de réflexion. Quelque chose a vacillé dans son expression. De l'irritation, de l'impatience, peut-être une touche fugace de culpabilité. Mais il a hoché la tête. Bien sûr, comme tu veux. Ferme juste ta clé en partant. Je dois retrouver les décorateurs en bas. Il est passé devant moi sans un mot de plus, me laissant seul dans l'appartement qui se vidait. J'ai pris mon temps pour parcourir chaque pièce, disant des adieux silencieux à l'espace où Richard et moi avions passé nos dernières années ensemble. Dans notre chambre, j'ai ouvert le placard une dernière fois, passant mes doigts sur les quelques vêtements restants de Richard que Daniel n'avait pas encore mis en carton. Au fond du placard, j'ai remarqué quelque chose, la vieille sacoche en cuir de Richard, poussée dans un coin comme si elle avait été cachée à la hâte. Je l'ai sortie, l'ai ouverte pour trouver une enveloppe scellée à l'intérieur avec mon nom écrit dessus, ainsi qu'une note. Si tu trouves ceci, Hélène, c'est une copie supplémentaire de tout ce qui se trouve dans le coffre-fort du garage, juste au cas où. Mon mari intelligent et méticuleux, créant des sauvegardes de ses sauvegardes. J'ai glissé l'enveloppe en sécurité dans mon sac à main, un trésor inattendu de cette dernière visite. Lorsque le concierge a aidé à charger mes possessions sélectionnées dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard sur l'immeuble avant de partir. J'ai ressenti un étrange mélange de perte et de libération. L'appartement avait été notre maison, rempli de souvenirs, à la fois beaux et douloureux, mais il n'avait jamais été vraiment le mien de la manière dont Richard avait voulu que le garage et son contenu le soient. Je me suis rendu directement au cabinet d'avocat de maître Patricia Renaud, l'avocate que Marc m'avait recommandée. C'était une femme remarquable d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et un air de compétence redoutable qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Madame Dubois » m'a-t-elle saluée, me serrant fermement la main. « J'ai examiné les documents que vous avez transmis. Votre mari a créé un plan de succession tout à fait extraordinaire. » Oui, ai-je convenu, m'installant dans le fauteuil en face de son bureau. J'essaie encore de tout comprendre. D'après ce que je peux voir, tout est en ordre impeccable. Less structures. Fiduciaires sont solides. Le transfert est net. Il a clairement travaillé avec d'excellents conseils. Elle s'est légèrement penchée en avant. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous espérez accomplir maintenant. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Je dois assurer mon avenir, trouver un logement permanent, comprendre complètement ma situation financière. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, et je dois déterminer comment gérer ma relation avec mon fils à l'avenir. Patricia Ahoshlotat. D'après ce que vous avez partagé sur les événements récents, ce dernier point pourrait être le plus compliqué. Avez-vous décidé de lui parler de l'étendue de votre héritage? Pas encore, ai-je admis. Une partie de moi veut qu'il continue à croire que je n'ai rien d'autre qu'un garage sans valeur. Le laisser vivre avec les conséquences de ses actions et de ses attitudes. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne approche non plus. Il n'y a pas d'urgence à décider, m'a-t-elle assuré. Pour l'instant, concentrons-nous sur votre installation et votre sécurité. Je vous suggère de visiter la propriété de Cassis dès que possible. Si elle répond à vos besoins, vous pourrez commencer à y emménager immédiatement. À la fin de notre réunion de 2 heures, j'avais un plan d'action clair. Visiter la maison à Cassis. Rencontrer l'équipe financière qui avait géré les investissements secrets de Richard et prendre mon temps pour prendre des décisions concernant les voitures et les autres actifs.
En quittant le bureau de Patricia, mon téléphone a vibré avec un texto de Daniel. Les décorateurs adorent l'espace. On part sur une rénovation complète. J'ai déposé tes vieux albums photos chez Claire puisque tu ne les as pas pris. Aucune question pour savoir si je voulais ces photos de famille. Aucune préoccupation quant à l'endroit où je logeais ou comment je me débrouillais. Juste une élimination désinvolte de souvenirs supplémentaires qu'il jugeait sans valeur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé pour réserver un hôtel à Cassis pour cette nuit-là. Il était temps de voir la maison que Richard avait préparée pour moi, le véritable héritage qu'il avait toujours voulu. Alors que je quittais la ville pour l'autoroute côtière, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pour la première fois depuis la mort de Richard, je ne réagissais pas simplement à la perte et au choc. Je me dirigeais délibérément vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il m'attende à Cassis, quelles que soient les décisions à prendre concernant Daniel et la fortune que Richard avait secrètement bâtie, je les affronterais selon mes propres conditions. La vieille femme inutile que mon fils avait rejetée trouvait sa force, 1 kilomètre à la fois. La route côtière vers Cassis a apaisé quelque chose dans mon âme qui était à vif depuis la mort de Richard. Alors que la route sinuait le long des falaises, offrant des aperçus de la vaste étendue bleue de la Méditerranée, je me suis senti respirer plus profondément que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le soleil de fin d'après-midi jetait une lueur dorée sur tout, comme si la nature elle-même m'accueillait dans ce nouveau chapitre. J'ai suivi les indications du GPS à travers le charmant centre-ville de Cassis avec ses maisons de pêcheurs colorées et ses boutiques haut de gamme, puis dans des rues bordées d'arbres, de plus en plus résidentielles. Lorsque la navigation a annoncé « Vous êtes arrivé à destination », je me suis arrêté devant une modeste maison en pierre partiellement cachée derrière des cyprès matures. La propriété n'était ni grande ni ostentatoire, mais elle dégageait charme et intimité. Un portail en bois naturel menait à un sentier en dalles qui serpentait à travers un petit jardin magnifiquement entretenu. Avec la clé du dossier de documents, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'intérieur m'a laissé sans voix. Chaque détail semblait choisi spécifiquement pour moi. Le salon comportait des bibliothèques intégrées entourant une cheminée en pierre avec des sièges confortables dans les couleurs et les styles que j'avais toujours préférés. La lumière naturelle se déversait à travers des fenêtres à petits carreaux, illuminant des parquets recouverts de tapis tissés à la main aux motifs subtils. Je me suis déplacé dans l'espace avec émerveillement. La cuisine était moderne mais traditionnelle, avec un petit coin repas donnant sur le jardin. La chambre unique était confortable plutôt que grande, mais elle s'ouvrait sur un patio privé avec un aperçu de la mer entre les propriétés voisines. Mais c'est le petit bureau attenant au salon qui a finalement fait céder ma contenance. Là, au-dessus d'un simple bureau, était accrochée une peinture que j'ai reconnue instantanément, une aquarelle du Grand Canal de Venise, où Richard m'avait demandé en mariage, réalisée par un artiste de rue toutes ces décennies auparavant. Nous avions perdu l'original lors d'un déménagement des années auparavant, mais voici une réplique parfaite, comme si Richard l'avait commandée à partir de ma mémoire. Les larmes sont venues alors, non pas les sanglots désespérés des dernières semaines, mais une libération plus douce. Richard avait créé cet espace pour moi avec un tel soin, une telle attention aux choses qui m'apporteraient confort et joie, même dans la mort. Il prenait soin de moi d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Je me suis assise sur un banc de fenêtre, rembourré dans ma nuance de bleu préférée, regardant la dernière lumière du jour filtrer à travers les arbres. Pour la première fois depuis que j'avais reçu la nouvelle du testament, je me sentais vraiment chez moi. Un léger coup à la porte m'a tiré de ma contemplation. En l'ouvrant, j'ai trouvé une femme élégante d'environ 70 ans sur mon seuil, un plat couvert à la main. « Bonjour », dit-elle chaleureusement. « Vous devez être Hélène. Je suis Éléonore Martin, votre voisine à 2 maisons d'ici. Richard m'avait demandé de surveiller votre arrivée. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Vous connaissiez Richard ?» Elle a hoché la tête, offrant le plat. Il est venu plusieurs fois au cours des dernières années, préparant la maison. Je suis l'une des rares personnes qui connaissait son projet. Il m'a fait promettre de ne pas vous contacter avant que vous ne veniez réclamer l'endroit. Ses yeux se sont plissés gentiment. C'est juste un simple gratin. J'ai pensé que vous ne voudriez peut-être pas vous soucier de cuisiner votre premier soir ici. J'ai accepté le plat, étrangement touché par cette continuation des soins de Richard. Merci. Voulez-vous entrer? Autour d'un thé dans la cuisine, Éléonore a partagé des détails qui ont comblé d'autres lacunes dans ma compréhension. Richard était si méticuleux pour que tout soit parfait, a-t-elle expliqué. Il apportait des photos de votre maison à Lyon, essayant de capturer votre esthétique tout en créant quelque chose qui appartenait ici, à Cassis. Je n'avais aucune idée qu'il faisait tout ça, ai-je admis. Il l'a gardé complètement secret. Éléonore a hoché la tête pensivement. Il l'a mentionné, a dit que c'était pour votre protection, bien qu'il n'ait pas élaboré. Elle m'a étudié avec une franchise douce. Il a dit que lorsque vous arriveriez enfin, vous auriez peut-être besoin d'une amie, quelqu'un qui comprenait ce que c'était que de reconstruire une vie après une perte. Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi? Mon mari, il y a 8 ans.
Elle a souri doucement. Ça devient différent, sinon plus facile. Avoir de bons voisins aide. Au moment où Éléonore est partie, promettant de me présenter à d'autres membres de la communauté quand je me sentirais prête, j'avais une appréciation plus profonde de la minutie de Richard. Il ne m'avait pas seulement fourni une sécurité financière et une maison physique, il avait aussi pensé à mes besoins émotionnels et sociaux. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la confortable chambre de la maison, bercée par le son lointain des vagues et le doux tic-tac d'une horloge de grand-père dans le couloir qui me rappelait celle de la maison de mon enfance. Pour la première fois depuis le décès de Richard, mon sommeil a été profond et sans trouble. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Le lendemain matin, j'ai exploré la maison plus en détail à la lumière du jour. Dans le bureau, j'ai trouvé un dossier contenant toutes les informations pratiques dont je pourrais avoir besoin, les noms de médecins locaux, de prestataires de services, de ressources communautaires, et même une adhésion à la bibliothèque locale déjà payée à mon nom. J'ai également découvert une note manuscrite glissée dans le bureau, datée juste avant la mort de Richard. Ma très chère Hélène, si tu lis ceci, tu as trouvé ton chemin vers Cassis et la maison qui, je l'espère, t'apportera paix et joie. Je souhaite plus que tout pouvoir partager ce prochain chapitre avec toi, regarder le coucher de soleil depuis le jardin, marcher sur la plage dans le brouillard matinal. Je sais que cette transition ne peut pas être facile. Tu fais face à d'énormes changements, certains par choix et d'autres par des circonstances indépendantes de ta volonté. Mais j'ai toujours admiré ta résilience, même lorsque tu en doutais toi-même. La maison est à toi pour l'utiliser comme tu le souhaites, comme résidence permanente, comme lieu d'escapade, ou même pour la vendre si elle ne te convient pas. Mon seul espoir est qu'elle t'offre un nouveau départ, libre d'obligations ou d'attentes qui ne servent pas ton bonheur. Je t'aime toujours, Richard. J'ai pressé le papier contre ma poitrine, me sentant à la fois désemparée et profondément aimée. Même maintenant, Richard me donnait la permission de tracer ma propre voie, de prendre des décisions basées sur mes propres besoins plutôt que sur des obligations envers sa mémoire. Au cours des 3 jours suivants, je me suis installée dans un doux rythme d'exploration, marchant sur la plage le matin, apprenant à connaître les boutiques et les cafés de la ville, rencontrant quelques voisins qu'Éléonore m'a présentés. Chaque soir, je retournais à la maison qui me semblait de plus en plus la mienne, pas seulement un endroit que Richard avait préparé. Le 4e jour, alors que je savourais un café matinal dans le jardin, mon téléphone a sonné avec un numéro familier. Daniel. J'ai hésité avant de répondre, consciente de la façon dont notre dernière interaction m'avait affectée. Allô, Daniel, ai-je dit, gardant un ton neutre. Maman, où es-tu? Sa voix contenait cette note familière d'impatience. Tante Claire a dit que tu n'étais pas resté chez elle, et tu ne réponds pas chez ton amie Sophie non plus. J'ai pris une lente gorgée de café avant de répondre. Je prends du temps pour moi, Daniel. J'ai trouvé un endroit où rester. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel endroit? Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça. Je ne discute pas de ma localisation pour le moment, ai-je répondu, surprise de ma propre fermeté. Avais-tu besoin de quelque chose de spécifique? Une pause. Puis sa voix a changé pour ce que j'ai reconnu comme son ton de négociation commerciale. En fait, oui. J'ai examiné plus attentivement les papiers de papa, et j'ai trouvé des références à des investissements supplémentaires qui n'étaient pas couverts lors de la lecture du testament. Je pense qu'il pourrait y avoir des comptes ou des propriétés que nous ne connaissons pas encore. Mon cœur a battu plus vite, mais j'ai gardé ma voix stable. Oh. Quel genre de référence? Rien de spécifique, juste des notes sur des réunions avec des conseillers financiers que je ne reconnais pas. Quelques commentaires énigmatiques sur la sécurisation des actifs futurs. Ton père s'occupait de la plupart de nos finances, ai-je dit, ce qui était assez vrai. S'il y a des actifs supplémentaires, je suis sûr que Maître Dubois les aurait mentionnés. Peut-être, a dit Daniel, l'air peu convaincu. Écoute, quand reviens-tu à Lyon? Nous devrions en discuter en personne. J'ai l'appartement en plein chantier pour les rénovations, mais nous pourrions nous rencontrer quelque part. Je ne sais pas quand je serai de retour, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de ce temps loin. Sa frustration était palpable, même à travers le téléphone. Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement t'enfuir sans dire à personne où tu es. Et s'il y a une urgence? Et s'il t'arrive quelque chose? Je vais parfaitement bien, Daniel. Je ne suis pas en fuite et je ne suis pas seule. Je prends simplement du recul pour digérer tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas ton genre, a-t-il dit, l'accusation se glissant dans son ton. D'abord, papa ne te laisse pratiquement rien dans le testament. Puis tu disparais sans un mot. Les gens vont parler. J'ai failli rire de l'ironie. Laisse-les parler, Daniel. Je me fiche des apparences à ce stade. Après avoir mis fin à l'appel avec de vagues assurances que je le contacterai quand je serai prête, je suis restée assise dans le jardin à réfléchir à ce nouveau développement.
Daniel devenait méfiant, cherchant des actifs qu'il croyait lui revenir de droit. Combien de temps avant qu'il ne découvre la vérité? Et quand il le ferait, que ferais-je? La question que Richard avait posée dans sa lettre devenait de plus en plus pressante à chaque jour qui passait. Daniel s'était-il montré digne de partager cette richesse inattendue? Jusqu'à présent, ses actions n'avaient fait que confirmer les inquiétudes de Richard quant à son caractère. Mais les gens pouvaient changer, n'est-ce pas? Le fils dont je me souvenais d'il y a des années, celui qui avait de la compassion et une chaleur authentique, était-il encore là quelque part sous les couches d'ambition et de suffisance? Je n'avais pas encore de réponse. Mais pour la première fois, je me sentais assez forte pour attendre qu'elles émergent. La maison, comme l'amour de Richard, m'avait donné non seulement un abri, mais aussi quelque chose qui me manquait depuis trop longtemps, l'espace et la sécurité pour faire à nouveau confiance à mon propre jugement. 2 semaines après mon installation dans la maison de Cassis, j'avais établi une routine confortable qui semblait à la fois nouvelle et naturelle. Les matinées commençaient par un café dans le jardin ou des promenades le long de la plage lorsque le brouillard n'enveloppait pas la côte. Les après-midi étaient consacrés à des questions pratiques, rencontrer des conseillers financiers, me renseigner sur les propriétés que Richard avait acquises, comprendre ma nouvelle situation. J'avais commencé à apprécier l'étendue de la planification de Richard. La maison n'était que l'aspect le plus personnel d'une stratégie globale visant à assurer mon indépendance. Les propriétés locatives généraient des revenus mensuels substantiels, tandis que les portefeuilles d'investissement étaient gérés de manière conservatrice pour une stabilité à long terme plutôt qu'une croissance agressive. Votre mari était exceptionnellement méticuleux, a remarqué Henri Garnier, le conseiller financier qui avait travaillé secrètement avec Richard. Nous étions dans le bureau d'Henri à Marseille, examinant les relevés trimestriels des différentes fiducies que Richard avait établies. Il savait que je n'avais pas sa tête pour les subtilités financières, ai-je reconnu. Henri Surrey. Il l'a mentionné, mais il a aussi dit que vous aviez un excellent jugement sur les gens et une compréhension intuitive de la valeur qu'il respectait énormément. Cet aperçu de la façon dont Richard avait parlé de moi aux autres était étonnamment émouvant. Même en gardant son plan secret, il avait maintenu sa foi en mes capacités. Il y a un point que nous devrions aborder, a poursuivi Henri, son ton changeant légèrement. Nous avons reçu des demandes d'un certain Daniel Dubois, prétendant mener un examen des affaires financières de son défunt père. Mes mains se sont crispées autour de ma tasse de thé. Mon fils. Que voulait-il savoir exactement? Il cherchait des informations sur des comptes ou des investissements supplémentaires au-delà de ce qui a été divulgué dans le testament. J'ai suivi le protocole et expliqué que la confidentialité des clients m'empêche de discuter de tout compte sans autorisation appropriée. Merci, ai-je dit, le soulagement évident dans ma voix. Daniel a reçu son héritage tel que spécifié dans le testament. Les intentions de Richard concernant le reste étaient tout à fait claires. Henri a hoché la tête. Nous continuerons à maintenir cette position, mais vous devez savoir qu'il a été persistant, contactant plusieurs entreprises associées aux investissements de votre mari. Ce n'était pas surprenant. Daniel avait toujours été tenace lorsqu'il poursuivait quelque chose qu'il voulait, une qualité qui l'avait bien servi en affaires, mais qui se manifestait comme un sentiment de droit dans les affaires personnelles. J'apprécie l'avertissement, ai-je dit à Henri. Je suis encore en train de déterminer comment gérer la situation avec mon fils. En rentrant à Cassis, j'ai contemplé les preuves croissantes de l'enquête de Daniel. Ses soupçons, initialement vagues, se solidifiaient clairement en une poursuite active. Combien de temps avant qu'il ne découvre le garage et son contenu, avant qu'il n'apprenne l'existence de la maison, avant qu'il ne réalise l'étendue de ce que Richard lui avait caché? Et peut-être plus important encore, que ferais-je lorsque cela arriverait? Je réfléchissais encore à ces questions lorsque je suis arrivé à la maison pour trouver un SUV de luxe inconnu garé devant. Mon cœur s'est serré en reconnaissant la plaque d'immatriculation personnalisée. Daniel se tenait sur mon seuil, les bras croisés, une expression mêlée de triomphe et d'accusation. « Je t'ai trouvé » a-t-il dit alors que je m'approchais. « Endroit intéressant que tu as là, maman. Quand comptais-tu en parler ?» J'ai gardé ma voix calme malgré mon pouls qui s'accélérait. « Bonjour, Daniel. » C'est une surprise. « Je parie que oui » a-t-il répondu, jetant un regard appuyé sur la maison. « Tu veux bien m'expliquer comment tu es soudainement propriétaire dans l'une des villes côtières les plus chères de France ?» J'ai déverrouillé la porte, lui faisant signe d'entrer. Inutile de faire une scène pour les voisins. Je pense que tu ferais mieux d'entrer. Daniel a suivi, son regard critique examinant chaque détail de l'intérieur de la maison. Je pouvais presque le voir calculer sa valeur, la mesurer par rapport à ses attentes. Charmant, a-t-il dit. Les mots rendus insultants par son ton. C'est donc pour ça que tu évitais mes appels. Tu te cachais dans une résidence secondaire secrète. Je ne me cachais pas, Daniel. Je digérais d'énormes changements et je décidais comment aller de l'avant. J'ai posé mon sac à main et je l'ai affronté directement. Comment as-tu trouvé cet endroit? Il a souri sans chaleur. Je ne suis pas complètement incompétent, maman.
Quand tu as disparu, j'ai engagé un détective privé pour te localiser. Simple vérification de bien-être sur un parent âgé qui a disparu après avoir montré des signes de confusion suite au décès de son mari. La manipulation calculée de son approche, me faisant passer pour potentiellement sénile pour justifier une enquête intrusive, m'a frappé comme un coup physique. Je vois. Et ce détective t'a retrouvé ici, après quelques efforts. Oui, les registres de propriété étaient une lecture intéressante. Apparemment, papa a acheté cet endroit il y a 4 ans, mais l'a gardé hors de ses comptes habituels. Les yeux de Daniel se sont plissés. Ce qui me fait me demander ce qu'il aurait pu cacher d'autre. Je suis allée à la cuisine, remplissant la bouilloire pour le thé, un petit geste pour gagner du temps. Richard a pris ses décisions concernant le testament pour ses propres raisons. La maison était censée être une surprise. Daniel a suivi, s'appuyant contre le cadre de la porte. Une surprise, a-t-il répété platement. Comme ce garage sans valeur dans la zone industrielle. Une autre des surprises de papa. Mes mains se sont immobilisées sur la bouilloire. Il savait pour le garage. La question était, que savait-il de ce qu'il contenait? Le garage faisait partie de sa succession, ai-je dit. Oui, le mystérieux garage que personne ne pouvait expliquer. La voix de Daniel s'est durcie. Je l'ai visité hier, maman. La porte était verrouillée, mais les fenêtres, bien que sales, permettaient quand même de jeter un œil à l'intérieur quand la lumière était bonne. J'ai gardé une expression neutre, bien que mon cœur martelait douloureusement. Et j'en ai vu assez pour savoir qu'il y a des voitures là-dedans. Des voitures de collection, d'après le peu que j'ai pu distinguer. Sa mâchoire s'est crispée. Des voitures qui valent bien plus que cet appartement que papa m'a laissé. L'appartement qui vient avec des charges de copropriété que je peux à peine payer puisque la plupart des liquidités sont allées dans des fiducies auxquelles je ne peux pas accéder. Voilà. Daniel avait découvert une partie de la vérité, mais pas toute son étendue. Il avait vu les voitures mais ne réalisait probablement pas leur vraie valeur ni ne connaissait les propriétés et investissements supplémentaires. Ton père a fait ses choix, Daniel. L'appartement et le portefeuille d'investissement qu'il t'a laissé sont des dons substantiels. Des dons, s'est-il moqué. L'appartement nécessite des centaines de milliers d'euros de réparation que je n'ai découvertes qu'après avoir commencé les rénovations. Le portefeuille d'investissement couvre à peine mes engagements existants. Pendant ce temps, tu vis dans une maison à Cassis et possèdes apparemment une collection de voitures classiques qui vaut Dieu sait combien. J'ai versé de l'eau bouillante dans la théière. Le rituel familier a calmé mes nerfs. Que veux-tu exactement de moi, Daniel? La vérité serait un bon début, a-t-il répondu. Étais-tu au courant de ces actifs secrets depuis le début? Est-ce que papa et toi aviez planifié ça? Cette manipulation de l'héritage? Non, ai-je dit fermement, le regardant dans les yeux. Je ne savais rien de la maison ou du garage avant la mort de Richard. J'ai été aussi surprise que toi maintenant. Cette admission sembla le prendre au dépourvu. Alors pourquoi me le cacher ces dernières semaines? Pourquoi disparaître au lieu d'expliquer? Parce que j'avais besoin de temps pour le comprendre moi-même, ai-je répondu honnêtement. Et parce que ton comportement après la lecture du testament n'invitait pas exactement à la confiance ou à la collaboration. Il a légèrement tressailli, puis s'est repris. J'étais bouleversée, en découvrant que papa m'avait essentiellement déshérité en ta faveur. Déshérité, ai-je interrompu, l'incrédulité colorant ma voix. Il t'a laissé un appartement valant plusieurs millions d'euros et des comptes d'investissement valant des millions de plus. Une fraction de ce qu'il avait apparemment caché. La voix de Daniel s'est élevée. Ces voitures seules valent quoi, Daniel? Ai-je défié. Comment connaîtrais-tu leur valeur à moins d'avoir enquêté bien plus minutieusement que tu ne l'admets? Il a eu la grâce de paraître momentanément confus. J'ai des contacts dans le monde des voitures de collection. J'ai fait quelques demandes discrètes basées sur le peu que je pouvais voir. Bien sûr que tu l'as fait, ai-je murmuré, soudain lasse de la tromperie et de la contre-tromperie. Veux-tu du thé? Si nous devons avoir cette conversation, autant être civilisés. Cette offre banale sembla dégonfler une partie de sa juste colère. Il a hoché la tête, prenant place au coin repas pendant que je préparais 2 tasses. Assis l'un en face de l'autre à la petite table, j'ai vu quelque chose sous l'indignation de Daniel que je n'avais pas remarqué auparavant, une vulnérabilité, peut-être même de la peur. Malgré tout son baratin sur le fait d'avoir été spolié de son héritage légitime, y avait-il quelque chose de plus fondamental qui motivait sa poursuite? Daniel, ai-je commencé, mon ton plus doux. Pourquoi cela compte-t-il tant pour toi? Tu as une carrière réussie, une belle maison, une sécurité financière que la plupart des gens n'atteignent jamais. Quelle différence cela fait-il si Richard m'a laissé des actifs supplémentaires? Il a fixé sa tasse de thé, évitant mon regard. Ce n'est pas une question d'argent. Pas vraiment. Alors de quoi s'agit-il? Quand il a finalement levé les yeux, j'ai aperçu l'enfant qu'il avait été autrefois, incertain, en quête d'approbation. C'est ce que ça signifie. Papa t'a fait confiance avec ses actifs,
C'est secret. Il ne m'a pas fait confiance. Et voilà, la blessure fondamentale sous le sentiment de droit et la colère, non pas la cupidité, mais le rejet. Dans son esprit, la planification minutieuse de Richard ne représentait pas une protection pour moi, mais un manque de foi en lui. Oh, Daniel, AIJ Sapphire. Il ne s'agissait pas de confiance ou de manque de confiance. Ton père essayait de créer une sécurité pour nous deux de différentes manières. En me cachant des millions d'actifs, son amertume est revenue. En te laissant secrètement riche tout en faisant croire qu'il ne t'avait laissé rien d'autre qu'un garage sans valeur. J'ai pris une gorgée de thé prudente, réfléchissant à la quantité à révéler. Le moment était venu plus tôt que je ne l'avais prévu, me forçant à prendre une décision à laquelle je n'étais pas entièrement préparé. Quelle part du raisonnement de Richard devais-je partager? Quelle part de la vérité Daniel pouvait-il supporter d'entendre? La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la maison, projetant de longues ombres sur la table de la cuisine où Daniel et moi étions assis dans un silence mal à l'aise. J'ai étudié le visage de mon fils, les traits familiers qui rappelaient ceux de Richard, mais qui manquaient en quelque sorte de la compassion qui avait toujours adouci l'expression de mon mari. Il y a une lettre, ai-je dit finalement, de ton père. Elle explique ses décisions plus clairement que je ne le pourrais. La posture de Daniel s'est raidie. Une lettre? Tu as eu une lettre expliquant tout ça et tu n'as pas pensé à la partager? Elle m'était adressée, Daniel, et vu la façon dont tu m'as traité après la lecture du testament, je n'étais pas vraiment pressé de partager quelque chose d'aussi personnel. J'ai soutenu son regard fermement. Tu m'as traité de vieille femme inutile et tu m'as mise à la porte de ma maison. Ses yeux se sont détournés, un soupçon de malaise traversant son visage. J'étais bouleversée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont émus. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Ou est-ce que les moments de grande émotion révèlent simplement ce qui est normalement gardé caché? Plutôt que de répondre, Daniel a fait un geste impatient. Cette lettre, l'as-tu ici? Je me suis levée et je suis allée au bureau, récupérant la lettre originale de Richard du garage et la copie que j'avais trouvée dans sa sacoche. De retour à la cuisine, j'ai hésité avant de lui tendre la copie. Avant que tu ne lises ceci, je veux que tu comprennes quelque chose. Ton père t'aimait, Daniel. Rien dans ses actions n'était destiné à te blesser, seulement à protéger ce qu'il appréciait. Laisse-moi en être le juge, a-t-il répondu, prenant la lettre avec une impatience à peine dissimulée. Je l'ai regardé lire, son expression passant de l'anticipation à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus sombre. Ses mains se sont crispées sur le papier, les jointures blanchissant alors qu'il atteignait les paragraphes traitant des préoccupations de Richard concernant son caractère. Quand il a fini, il a posé la lettre avec un soin délibéré, comme s'il craignait que son contrôle ne se brise s'il bougeait trop vite. Alors, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Papa pensait que j'étais quoi? Trop matérialiste, trop égoïste pour qu'on me confie la fortune familiale? Il s'inquiétait de la façon dont tes valeurs avaient changé au fil du temps, ai-je corrigé doucement, et de la façon dont tu pourrais gérer le fait d'avoir autorité sur mon bien-être financier. Et sa solution a été de me tromper, de créer ce stratagème élaboré, me faisant croire que j'avais l'héritage de valeurs tout en te laissant secrètement tout ce qui avait une réelle valeur. Sa voix s'est élevée à chaque question, l'indignation montant. Daniel, non. Il m'a coupé, se levant si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Tu ne vas pas me parler sur ce ton condescendant. Pas après ça. Papa m'a manipulé, m'a testé comme un rat de laboratoire pour voir si je passerais son examen moral tordu. Je suis restée assise, refusant de répondre à son escalade émotionnelle. Ton père a pris les meilleures décisions possibles en se basant sur ce qu'il a observé pendant des années, pas des jours ou des semaines. Si son évaluation semble sévère, peut-être que cela mérite une réflexion plutôt qu'un rejet. Il faisait les 100 pas dans la petite cuisine, la tension irradiant de chaque mouvement. Une réflexion. Tu veux que je réfléchisse au fait d'être dépeint comme une sorte de monstre sans cœur aux yeux de mon propre père. Ce n'est pas ce que dit la lettre, ai-je souligné. Elle exprime une inquiétude sur certaines tendances, pas un jugement définitif de tout ton caractère. Daniel a cessé de faire les 100 pas pour me regarder, incrédule. Tu défends sérieusement ça? Il t'a laissé une fortune tout en me tendant un piège pour révéler ma vraie nature, et apparemment j'ai échoué à son test de manière spectaculaire en m'attendant à recevoir ce que le testament spécifiait. Il ne servait à rien de discuter de sa caractérisation. Dans un sens, il n'avait pas tort. Richard avait en effet créé une situation conçue pour révéler le caractère par l'action, et les actions de Daniel après la lecture du testament avaient confirmé plutôt que réfuté les inquiétudes de son père. La question maintenant, ai-je dit prudemment, est de savoir où nous allons à partir d'ici. Il a ri sans humour. Où nous allons? C'est simple. En tant que fils et héritier de Richard Dubois, j'ai tout à fait le droit de contester cet arrangement. Actifs cachés, fiducie secrète, tout cela sans la tentative délibérée de contourner une succession normale.
J'avais anticipé cette réaction. Les structures juridiques que ton père a créées sont impeccables, Daniel. Les actifs lui appartenaient pour les distribuer comme il l'entendait, et il l'a fait par des canaux appropriés, documentés et légitimes. Contester serait coûteux, long et presque certainement futile. Tu sembles bien sûr de toi pour quelqu'un qui prétendait ne rien connaître aux finances, a-t-il rétorqué. J'ai eu plusieurs semaines pour consulter d'excellents conseillers, ai-je répondu calmement. Les mêmes qui ont aidé ton père à créer ces arrangements. Daniel a posé ses mains sur le comptoir, le dos tourné vers moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Quand il s'est finalement retourné, son expression était passée de la colère au calcul, un regard que je reconnaissais des négociations que j'avais observées au fil des ans. Et si nous parvenions à un compromis, a-t-il suggéré, son ton délibérément raisonnable. Une distribution plus équitable qui honore les souhaits de papa tout en reconnaissant ma position de fils. Sûrement la moitié de ses actifs. Non, ai-je interrompu, nous surprenant tous les deux par ma fermeté. Je ne négocie pas les dernières volontés de Richard. Les actifs qu'il m'a laissés ne sont pas seulement une question d'argent, Daniel. Ils représentent son soin, sa prévoyance, son désir de s'assurer que je ne dépendrai jamais de la bonne volonté de quiconque, y compris la tienne. C'est donc ça, sa voix s'est à nouveau durcie. Tu gardes tout, justifié par les soupçons paranoïaques de papa à mon sujet. Je me suis alors levée, le regardant droit dans les yeux. Ce que je choisirai de faire de ces actifs à l'avenir dépendra de nombreux facteurs, mais ton sentiment d'y avoir droit n'aide pas ta cause. Ma cause, s'est-il moqué. Alors, je suis en procès maintenant, moi aussi. D'une certaine manière, oui, ai-je reconnu, décidant qu'une honnêteté totale était nécessaire. La lettre de ton père m'a donné la discrétion de partager ses actifs avec toi si tu démontrais certaines qualités. Ton comportement depuis sa mort, en particulier envers moi, influencera ses décisions. L'évaluation brutale a atterri comme un coup physique. Daniel m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Peut-être l'étais-je. La mère docile et accommodante qu'il avait tenue pour acquise avait été remplacée par quelqu'un avec des limites et des attentes claires. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il finalement réussi à dire. Tu vas vraiment garder la fortune de papa en otage en fonction de ma réussite à une évaluation de caractère subjective. Je vais honorer l'esprit des volontés de ton père, ai-je corrigé. Ce qui incluait la protection de ses actifs contre le gaspillage ou l'abus. Il a attrapé ses clés de voiture sur la table. Ce n'est pas fini. Loin de là. Daniel, ai-je appelé alors qu'il se dirigeait vers la porte. Avant de te précipiter pour consulter des avocats, réfléchis à quelque chose. Et si ton père avait raison? Et si cet héritage, la partie visible et prestigieuse, était exactement ce dont tu avais besoin pour reconnaître certaines vérités sur toi-même? Il s'est arrêté sur le seuil, sans se retourner. Garde tes leçons de philosophie, maman. J'ai eu assez de sagesse de la famille Dubois pour une journée. Après que la porte a claqué derrière lui, je me suis rassise dans ma chaise, l'épuisement émotionnel m'envahissant. La confrontation s'était déroulée presque exactement comme je l'avais craint, Daniel se concentrant entièrement sur ce qu'il percevait comme lui revenant de droit, ne montrant aucune réelle préoccupation pour mon bien-être ou reconnaissance de son comportement antérieur. Pourtant, sous son indignation, j'avais aperçu la blessure d'un fils qui sentait que son père l'avait jugé et trouvé insuffisant. Cette douleur était réelle, même si sa réponse était problématique. Je me suis fait une nouvelle tasse de thé et l'ai emportée dans le jardin, cherchant du réconfort dans la brise côtière et la lumière de fin d'après-midi. La lettre de Richard avait prédit ce moment, m'avait préparé à la réaction de Daniel. Ce à quoi elle ne m'avait pas préparé, c'était au poids de devenir l'arbitre de son caractère, de détenir le pouvoir que Richard m'avait confié. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Éléonore. J'ai vu ton fils partir en toute hâte. Tout va bien? Je prépare des lasagnes si tu veux de la compagnie ce soir. La simple gentillesse a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. De la compagnie serait merveilleux. Ai-je répondu? L'après-midi a été difficile. Alors que je regardais le soleil commencer sa descente vers la Méditerranée, je contemplais le chemin à venir. Daniel consulterait presque certainement des avocats, bien que toute contestation juridique s'avérerait finalement futile. La vraie question était de savoir si cette confrontation le pousserait davantage dans le sentiment de droit et le ressentiment, ou si, comme Richard l'avait espéré, elle pourrait éventuellement susciter une véritable réflexion et une croissance. Quoi qu'il en soit, j'avais des décisions à prendre concernant les voitures, les propriétés, la part à partager avec Daniel, et dans quelles conditions. Richard m'avait donné non seulement la richesse, mais aussi la responsabilité, un dernier acte de foi en mon jugement qui m'honorait et me pesait à la fois. Pour l'instant, cependant, j'allais dîner avec ma nouvelle amie. Je continuerai à établir ma vie ici dans cette maison paisible, et je donnerai à Daniel l'espace pour digérer sa colère et sa déception, en espérant que quelque part sous l'homme suffisant qu'il était devenu, le garçon réfléchi que nous avions élevé pourrait encore exister, attendant d'émerger.
3 mois après le départ furieux de Daniel de la maison, l'automne est arrivé à Cassis avec des changements subtils, des matins légèrement plus frais, une lumière changeante qui peignait le littoral de teintes plus douces, moins de touristes dans les rues du village. Je m'étais installé dans un rythme qui semblait de plus en plus naturel, partageant mon temps entre l'entretien de la maison, l'exploration de ma nouvelle communauté et la gestion des responsabilités liées à l'héritage inattendu de Richard. Avec les conseils de Maître Renaud, j'avais mis en place un système confortable pour superviser les diverses propriétés et investissements. Les voitures restaient dans leur garage sécurisé, entretenu par l'équipe de Marc Chevalier lors de visites mensuelles. J'avais même conduit l'Aston Martin une fois, un voyage timide le long de la corniche qui m'avait laissé exalté et étrangement plus proche de Richard, comme si je partageais quelque chose qu'il avait aimé. Daniel et moi entretenions une trêve tendue, communiquant principalement par des courriels formels sur des questions pratiques. Comme Maître Renaud l'avait prédit, ses premières enquêtes juridiques sur la contestation de la succession s'étaient essoufflées une fois que les avocats avaient confirmé la solidité des arrangements de Richard. Son dernier message, 2 semaines plus tôt, avait été froidement professionnel, demandant certaines photographies et documents de famille sans aucune demande personnelle sur mon bien-être. J'étais en train de tailler des rosiers dans le jardin de devant lorsqu'une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée devant la maison. Une femme en est sortie, grande, habillée de manière professionnelle, avec l'efficacité vive de quelqu'un habitué à gérer les crises. Elle s'est approchée avec une carte de visite déjà tendue. Madame Dubois, J. Sui Diane Martin, l'assistant de Daniel. Puis-je vous parler un instant? Quelque chose dans son attitude, tendue, urgente sous le vernis professionnel, a envoyé une onde d'inquiétude à travers moi. Bien sûr. Tout va bien? Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle comme pour évaluer l'intimité. Peut-être pourrions-nous parler à l'intérieur. Dans le salon de la maison, Diane s'est perchée sur le bord du canapé, déclinant mon offre de thé. Madame Dubois, je suis ici parce que Daniel a connu des revers importants. Il m'a demandé de vous parler directement, car il pensait que vous ne prendriez peut-être pas son appel. Quel genre de revers? Ai-je demandé, bien qu'un pressentiment me suggérait que je le savais déjà. Financier, principalement. Elle a ouvert un mince portefeuille qu'elle portait. Les coûts de rénovation de l'appartement ont dépassé les Estimations de près du double. Il y avait des problèmes structurels qui n'auraient pas pu être anticipés, nécessitant un investissement supplémentaire substantiel. J'ai hoché la tête, sans surprise. Richard avait mentionné l'infrastructure vieillissante de l'immeuble des années auparavant, bien que ses suggestions de maintenance préventive aient été rejetées comme des dépenses inutiles. Simultanément, a poursuivi Diane, l'investissement principal de Daniel a échoué. Il avait engagé un capital substantiel dans un projet de développement qui a rencontré des obstacles réglementaires. Les détails sont complexes, mais essentiellement, il fait face à des pertes importantes avec des liquidités limitées pour les couvrir. Je vois. J'ai gardé une expression neutre, bien qu'une partie de moi s'attendait à quelque chose comme ça. Daniel avait toujours poursuivi des stratégies d'investissement agressives, préférant les gains spectaculaires à une croissance régulière. Et en quoi cela me concerne-t-il? Diane s'est déplacée, mal à l'aise. Daniel risque une saisie de l'appartement. Les prêts pour la rénovation utilisent la propriété comme garantie, et avec l'échec de l'investissement, il ne peut pas respecter le calendrier de paiement. C'est regrettable, ai-je dit prudemment. Mais je ne vois toujours pas pourquoi il vous a envoyé me voir avec ces informations. Elle a croisé mon regard directement. Madame Dubois, pour être franche, Daniel a besoin d'une aide financière. Il est conscient que vous disposez de ressources qui pourraient l'aider à éviter la faillite et la perte de l'appartement. Voilà. La demande que j'attendais depuis la confrontation 3 mois plus tôt. Pas des excuses, pas une tentative de réconciliation, mais un appel financier livré par un intermédiaire pour éviter l'humiliation de demander directement. Daniel a-t-il envisagé de vendre l'appartement? Ai-je demandé. Même partiellement rénové, il couvrirait probablement ses dettes. Il a exploré cette option, a reconnu Diane. Malheureusement, dans son état actuel, en pleine rénovation, la propriété se vendrait à une perte importante. De plus, il y a des complications avec certains des entrepreneurs qui rendent une vente rapide problématique. Traduction. Daniel avait probablement aliéné l'équipe de construction par un comportement exigeant ou des problèmes de paiement, créant des obstacles supplémentaires. Je vous remercie d'être venu m'expliquer la situation, ai-je dit après un moment. Veuillez dire à Daniel que j'ai entendu sa demande et que je vais y réfléchir. Diane a semblé surprise par la réponse évasive. Madame Dubois, la situation est assez urgente. La procédure de saisie pourrait commencer dans quelques semaines. Je comprends, ai-je répondu, mon ton ferme mais pas méchant, et j'aurai besoin de temps pour réfléchir à ma réponse. C'est tout ce que je peux offrir aujourd'hui. Après avoir accompagné l'assistante clairement insatisfaite, je me suis assise dans mon jardin, pensant à la situation difficile de Daniel. La lettre de Richard semblait presque prophétique maintenant.
Il avait anticipé que les décisions financières de Daniel pourraient éventuellement conduire à une crise, créant le scénario même auquel nous étions maintenant confrontés. Le lendemain matin, plutôt que d'appeler Daniel immédiatement, je me suis rendu à Lyon pour voir la situation de l'appartement par moi-même. Le concierge de l'immeuble, me reconnaissant de mes années de vie là-bas, m'a laissé monter sans appeler à l'avance. Ce que j'ai trouvé était décevant. La maison autrefois élégante avait été mise à nu jusqu'au montant dans la plupart des zones, avec des câblages et des plomberies exposées créant un labyrinthe dangereux. L'équipement de construction était abandonné, une fine couche de poussière suggérant que des semaines s'étaient écoulées depuis que tout travail avait été fait. Du marbre coûteux et des installations personnalisées étaient empilés au hasard, certains déjà endommagés par un stockage inapproprié. Alors que je me frayais un chemin avec précaution à travers ce qui avait été notre maison, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour la destruction d'espaces qui contenaient tant de souvenirs, de la frustration face au gaspillage et à la mauvaise gestion évident, et un sentiment inattendu de gratitude pour la prévoyance de Richard qui m'avait protégé de dépendre du jugement financier de Daniel. J'examinais des dégâts des eaux s'étendant de la salle de bain principale aux pièces adjacentes quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Maman !» La voix de Daniel a résonné dans l'espace éventré. « Le concierge a dit que tu étais là. » Il est apparu dans l'embrasure de la porte, et j'ai été frappé par son apparence différente de notre dernière rencontre. Son apparence normalement impeccable avait glissé. Ses vêtements étaient toujours chers, mais légèrement froissés, son visage montrant la tension de nuit blanche. Il avait perdu du poids, les angles aiguisés de son visage soulignant à quel point il ressemblait à Richard dans ses moments plus difficiles. Je voulais le voir par moi-même, ai-je expliqué, faisant un geste vers la démolition qui nous entourait. Daniel a passé une main dans ses cheveux, un geste de frustration que je reconnaissais de son enfance. Je suppose que Diane t'a parlé hier. J'ai confirmé. Elle a expliqué votre situation financière. Le simple mot portait un poids d'attente. Et j'avais besoin de comprendre la situation dans son ensemble avant de prendre des décisions. J'ai contourné avec précaution un tas d'installations jetées. C'est assez différent de ce que vous avez décrit lorsque vous avez commencé les rénovations. Il a eu un rire court et sans humour. Oui, eh bien, les choses se passent rarement comme prévu dans la construction. Ou dans la vie. Daniel, ai-je dit doucement. Qu'est-il arrivé avec le projet d'investissement? Diane a mentionné des problèmes réglementaires. Quelque chose dans mon ton a dû percer sa posture défensive. Il s'est affalé sur un seau renversé, l'air soudain épuisé. Je me suis trop engagé, a-t-il admis. L'opportunité de développement semblait garantie. Des appartements de luxe dans un quartier en plein essor, des ventes sur plan déjà solides. J'ai engagé non seulement le capital disponible, mais j'ai aussi emprunté sur d'autres actifs, y compris la valeur ajoutée anticipée de l'appartement après rénovation. Et puis, une expertise environnementale a révélé des problèmes de contamination qui n'avaient pas été divulgués dans l'évaluation initiale du site. Les coûts de dépollution ont rendu le projet non viable. Les investisseurs se sont retirés. Il a fait un geste vague. L'effet domino a été complet. J'ai regardé la destruction qui nous entourait, à la fois la démolition physique et les décombres de la stabilité financière de Daniel. Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt, avant que les choses n'atteignent ce point? Son expression s'est durcie. Après notre dernière conversation, après avoir découvert la manipulation de papa et ton rôle dedans. L'orgueil, je suppose, ai-je suggéré. Ou l'entêtement. Les traits de la famille Dubois, deux puissants facteurs de motivation. A-t-il reconnu, se souvenant de moments similaires où Richard s'était entêté contre des considérations pratiques lorsque son orgueil était en jeu. Alors, Daniel, ai-je dit après un moment, sa tentative d'enquête désinvolte sapée par la tension dans sa voix. As-tu pris ta décision de m'aider? J'ai soutenu son regard directement. Je suis prête à aider, Daniel, mais pas sans condition, et pas en signant simplement un chèque pour couvrir tes dettes. Le soulagement et la lassitude se sont battus dans son expression. Quelles conditions? Nous devrons en discuter correctement, ai-je répondu, me frayant un chemin vers la porte d'entrée. Pas ici, entouré d'épreuves de décision hâtive. Viens à Cassis demain. Nous parlerons d'une voie à suivre qui aborde à la fois ta crise immédiate et les schémas sous-jacents qui l'ont créée. Il avait l'air de vouloir argumenter, de pousser pour un engagement immédiat, mais la nécessité a vaincu l'impulsion. D'accord, demain. En quittant l'immeuble, le contraste entre l'appartement en ruine et ma maison paisible à Cassis n'aurait pas pu être plus frappant. Daniel avait reçu ce qui semblait être l'héritage de valeur, l'adresse prestigieuse, la richesse visible. J'avais reçu ce qui semblait sans valeur, un garage abandonné, une maison inconnue. Pourtant, nous en étions là, nos fortunes radicalement inversées par une combinaison de la planification de Richard et des choix de Daniel. Demain apporterait des conversations et des décisions difficiles. Pour ce soir, je retournerai à Cassis, à la maison que Richard avait si pensivement créée,
et je réfléchirai à la meilleure façon d'honorer à la fois ses préoccupations et ses espoirs pour notre fils. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout, et commentez la ville d'où vous regardez. Daniel est arrivé à la maison précisément à l'heure convenue de 11 heures le lendemain matin, son apparence nettement plus soignée que la veille, un effort délibéré, je le soupçonnais, pour projeter un contrôle qu'il ne possédait plus. J'avais passé la matinée à me préparer, non seulement mentalement, mais aussi physiquement, en préparant le terrain pour notre conversation avec un soin intentionnel. « Tu as une belle vue », a-t-il commenté avec raideur alors que je le conduisais à travers la maison jusqu'à la terrasse arrière, où j'avais disposé des sièges confortables et un déjeuner léger. « Ton père a bien choisi, ai-je convenu. Il se souvenait à quel point j'aime la côte. » L'expression de Daniel s'est crispée à la mention de Richard, mais il n'a rien dit en prenant le siège offert. La terrasse donnait sur un petit jardin méticuleusement entretenu qui descendait en pente douce, offrant des aperçus de la Méditerranée entre les propriétés voisines. Le cadre était paisible, privé et un terrain neutre pour la conversation difficile à venir. Après nous avoir servi à tous les deux du thé glacé, je me suis tournée pour faire face à mon fils directement. Avant de discuter de ta situation financière, j'aimerais te montrer quelque chose. Je lui ai tendu un portefeuille en cuir que j'avais préparé ce matin-là, contenant des documents sélectionnés des dossiers de Richard. Daniel l'a ouvert avec lassitude, comme s'il s'attendait à une autre révélation importune. Ce sont des projections financières et des évaluations de maintenance pour l'appartement, ai-je expliqué alors qu'il parcourait les pages. Ton père les a commandées il y a 3 ans, anticipant d'éventuelles pannes majeures des systèmes de l'immeuble. Les estimations correspondent de près à ce que tu as rencontré dans tes rénovations. Daniel of France Les Sourcils. Papa n'a jamais mentionné tout ça. Il a essayé, ai-je corrigé doucement, plusieurs fois. Tu as rejeté ses préoccupations comme une prudence excessive. Une dépense inutile. Il t'a montré ses rapports lors de ta dernière visite à Noël avant son diagnostic. Une lueur de reconnaissance a traversé son visage. L'évaluation ennuyeuse de l'immeuble qu'il n'arrêtait pas d'évoquer au dîner. La même. J'ai pris une gorgée de mon thé. Richard n'était pas seulement prudent. Il essayait de te préparer exactement à la situation à laquelle tu es confronté maintenant. Daniel a mis le portefeuille de côté, sa mâchoire se crispant. Si tu m'as fait venir ici juste pour me dire je te l'avais bien dit de la part de papa. Non, ai-je interrompu. J'établis un contexte pour ma décision de t'aider. Richard a vu cela venir. Pas seulement les problèmes de l'immeuble, mais le schéma de choix qui a conduit à ta crise actuelle. Et quel est ce schéma, exactement? Son ton était défensif, mais j'ai décelé une véritable confusion en dessous. Privilégier l'apparence à la substance, ai-je dit simplement. Poursuivre des gains impressionnants plutôt qu'une croissance durable. Rejeter la prudence comme un pessimisme inutile. J'ai soutenu son regard directement. Les mêmes qualités qui t'ont conduit à mettre ta mère à la porte de sa maison plutôt que de considérer ses besoins à côté de tes plans. Il a eu la grâce de paraître momentanément confus. Je n'aurais pas dû gérer ça de cette façon. Non, ai-je convenu. Tu n'aurais pas dû. Un silence s'est installé entre nous, rempli seulement par le son lointain des vagues et le cri occasionnel des oiseaux de mer. Daniel s'est agité légèrement, peu habitué à cette franchise de ma part. Pendant toute sa vie d'adulte, j'avais été la médiatrice, celle qui arrondissait les angles, celle qui s'accommodait de ses humeurs et absorbait ses dédains. Alors, que proposes-tu? A-t-il finalement demandé. Quelles sont ces conditions pour ton aide? D'abord, une transparence totale, ai-je répondu. J'ai besoin de tout voir. Tous les comptes, dettes, contrats, engagements. Pas de passifs cachés ou d'omissions commodes. Il a hoché la tête avec raideur. D'accord. Quoi d'autre? Une gestion financière professionnelle à l'avenir, ai-je poursuivi. Tu as démontré que ton jugement en la matière est compromis par l'impulsivité et l'excès de confiance. Tous les fonds que je fournirai seront structurés par des fiducies avec une surveillance appropriée. Son expression s'est assombrie. Donc je serai à l'argent de poche comme un enfant. Comme quelqu'un qui a fait de graves erreurs de calcul financier et qui a besoin de garde-fous pendant sa reconstruction, ai-je corrigé. Ce n'est pas punitif, Daniel. C'est pour protéger à la fois les actifs et toi-même. Et je suppose que c'est toi qui contrôleras ces fiducies. Non, ai-je dit, le surprenant. Des fiduciaires indépendants avec une responsabilité fiduciaire. Je ne suis pas intéressé par le contrôle de ta vie, seulement par la garantie que l'aide que je fournis mène réellement à une amélioration durable plutôt qu'à un soulagement temporaire. Il a absorbé cela, luttant visiblement entre son besoin désespéré d'aide et sa résistance à la perte d'autonomie implicite. Et l'appartement? Il est toujours techniquement à moi. La solution pratique serait de le vendre, ai-je dit, observant attentivement sa réaction. Même dans son état actuel, il couvrirait une partie importante de tes dettes. Tu pourrais repartir à zéro, peut-être dans une propriété plus gérable. Le vendre?
L'idée semblait le choquer sincèrement. Mais c'est notre maison de famille. C'est un espace physique, Daniel, ai-je interrompu doucement. Un que tu étais impatient de vider et de transformer il y a quelques mois à peine. Les souvenirs ne résident pas dans les murs. Il s'est levé brusquement, faisant les 100 pas sur la petite terrasse. Tu ne comprends pas. Vendre serait admettre un échec complet. Tout le monde le saurait. Et voilà, le cœur de sa résistance. Pas un attachement émotionnel à notre maison de famille, mais une préoccupation pour la perception publique de la vendre sous la contrainte financière. L'image avant la substance, encore une fois. Les gens le savent déjà, ai-je dit doucement. La construction est arrêtée depuis des mois. Les entrepreneurs ont déposé des privilèges. La communauté financière discute de ces questions. Il a cessé de faire les 100 pas, les épaules légèrement affaissées. J'ai vraiment tout détruit, n'est-ce pas? La vulnérabilité nue dans sa voix m'a prise au dépourvu. Pour la première fois depuis la mort de Richard, j'ai aperçu mon fils sous la posture défensive, confus, dépassé, et faisant enfin face aux conséquences d'années passées à privilégier les apparences à la réalité. Pas tout, ai-je dit, mon ton s'adoucissant. Mais tu as créé un défi important qui nécessitera des changements tout aussi importants pour y faire face. Daniel s'est affalé dans sa chaise, l'air soudain épuisé. Alors, qu'est-ce que tu offres exactement? Une voie structurée pour l'avenir, ai-je répondu. Je vais établir une fiducie qui satisfera les créanciers les plus pressants et empêchera la saisie. Nous ferons appel à des professionnels pour soit achever les rénovations de manière appropriée, soit préparer l'appartement à la vente, en fonction de ce qui est financièrement judicieux après une évaluation appropriée. Et en retour, tu acceptes une surveillance financière pour une période définie. Tu travailles avec un conseiller sur les schémas sous-jacents qui ont créé cette situation. J'ai hésité, puis j'ai continué fermement. Et tu répares la façon dont tu m'as traité après la mort de ton père. Ses yeux se sont rivés sur les miens. Réparer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire reconnaître le mal qui a été fait. Ça veut dire comprendre que les relations ont des conséquences, tout comme les décisions financières. Je me suis légèrement penché en avant. Daniel, je n'offre pas mon aide uniquement comme une transaction financière. Je l'offre en tant que mère qui croit que son fils peut être meilleur que son comportement récent ne le suggère. Quelque chose dans mes mots semblait pénétrer l'armure qu'il avait maintenue tout au long de nos récentes interactions. Il a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Je ne pensais pas ce que j'ai dit ce jour-là, a-t-il dit doucement. Que tu étais inutile. J'étais en colère et je me suis défoulé. Peut-être, ai-je reconnu. Mais ces mots ne sont pas sortis de nulle part. Ils reflétaient une attitude envers moi, envers les femmes plus âgées en général, que tu nourrissais depuis un certain temps. Il ne l'a pas nié, ce qui représentait en soi un petit progrès. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, a-t-il finalement dit. C'est beaucoup à digérer. Prends le temps dont tu as besoin, ai-je répondu. Mais souviens-toi que les délais de tes créanciers ne s'adapteront pas à ton calendrier de réflexion. Certaines décisions ont des fenêtres d'opportunité étroites. Alors que Daniel quittait la maison 1 heure plus tard, aucun de nous n'avait de réponse définitive sur la voie à suivre. J'avais exposé mon offre et mes conditions. Il ne les avait ni acceptées ni rejetées catégoriquement. Mais quelque chose avait changé dans notre interaction, un pas timide vers l'honnêteté qui avait été absent de notre relation pendant des années. Ce soir-là, assise dans le jardin alors que le crépuscule s'installait sur Cassis, je me suis demandé ce que Richard penserait de mon approche. Avais-je été trop dure, trop accommodante? Il n'y avait aucun moyen de le savoir, bien sûr, mais je ressentais une confiance tranquille d'avoir trouvé mon propre équilibre, ni la mère permissive que j'avais parfois été, ni la femme d'affaires purement transactionnelle que Daniel aurait pu attendre. Le chemin à venir restait incertain. Daniel pourrait rejeter mes conditions par orgueil ou les accepter avec un ressentiment caché plutôt qu'une compréhension sincère. Mais pour peut-être la première fois dans notre relation d'adulte, j'avais dit ma vérité clairement sans l'amortir pour protéger ses sentiments ou préserver une harmonie artificielle. Tout ce qui viendrait ensuite serait construit sur cette base d'honnêteté, aussi inconfortable soit-elle. Et en cela, je croyais que Richard reconnaîtrait la sagesse de son plan de succession non conventionnel, non pas dans la distribution des biens matériels, mais dans l'opportunité qu'il avait créée pour Daniel et moi de nous voir enfin, nous-mêmes et l'un l'autre, clairement. 3 jours de silence ont suivi ma conversation avec Daniel. Je n'ai pas insisté, lui laissant l'espace nécessaire pour peser ses options. Le 4e matin, mon téléphone a sonné juste après 7 heures. Le numéro de Daniel s'est affiché à l'écran. Je le ferai, a-t-il dit sans préambule quand j'ai répondu. Tout. Quoi que ça coûte. La détermination dans sa voix m'a surprise. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Une longue pause. J'ai rencontré mes avocats hier. Ils ont confirmé ce que tu as dit. Les arrangements de papa sont juridiquement blindés. Contester serait coûteux et presque certainement infructueux. Une autre pause. Et la nuit dernière,
J'ai réalisé que je ne pouvais pas dormir dans mon appartement de location parce que je m'inquiétais de savoir comment payer le loyer du mois prochain. Moi, Daniel Dubois, ayant peur d'être expulsé. C'était éclairant. Je vois, ai-je dit prudemment, ne voulant pas paraître triomphante ou condescendante. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-il demandé, sa voix dépouillée de sa confiance habituelle. Maintenant, nous commençons le travail pratique, ai-je répondu. Je demanderai à maître Renaud de te contacter pour organiser des réunions avec l'équipe financière. Nous aurons besoin d'un état complet de ta situation. C'est pire que ce que je t'ai dit au départ, a admis Daniel. Il y a des prêts personnels, des dettes de carte de crédit. Transparence total, Daniel. C'était la première condition. Je sais. Tu auras tout. Le parcours qui a suivi cet appel téléphonique n'a été ni simple ni sans heurts. La restructuration financière à elle seule a nécessité des semaines de travail intensif avec des comptables et des avocats, découvrant toute l'étendue des enchevêtrements financiers de Daniel, certains bien pires qu'il ne l'avait initialement révélé. L'appartement a nécessité des décisions difficiles, aboutissant finalement à un compromis. Achever les rénovations essentielles pour le rendre commercialisable, puis le vendre pour couvrir les dettes les plus pressantes. Daniel a d'abord résisté, mais a finalement cédé lorsqu'il a été confronté à la dure réalité financière par les conseillers professionnels. Plus difficile que ces questions pratiques, il y a eu le travail émotionnel que Daniel s'était engagé à entreprendre. Maître Renaud a recommandé le docteur Jennifer Morin, une psychologue spécialisée en dynamique familiale et en psychologie financière. Les premières séances de Daniel ont été abordées avec scepticisme, mais sont progressivement devenues une source de véritable prise de conscience. Notre propre relation est également entrée dans un nouveau territoire. Un territoire que ni l'un ni l'autre n'avons navigué parfaitement, mais avec une honnêteté croissante des deux côtés. Papa donnait toujours l'impression que c'était si facile, a avoué Daniel lors d'un de nos dîners hebdomadaires, une nouvelle tradition timide. Nous étions assis dans un petit restaurant près de la plage de Cassis. Le son des vagues offrait une toile de fond apaisante à notre conversation. Les décisions commerciales, les investissements. Il ne semblait jamais stressé par l'argent. Ce n'était pas toute la vérité, ai-je répondu. Ton père s'inquiétait plus qu'il ne le montrait. Il a juste appris à séparer la valeur réelle de l'apparence, quelque chose qu'il a travaillé très dur pour t'enseigner. Daniel a hoché la tête, remuant distraitement son café. Le docteur Morin dit que j'ai utilisé le succès financier comme un moyen de chercher son approbation, même après sa mort. Il a eu un sourire d'autodérision. Apparemment, essayer de transformer l'appartement en une vitrine était ma façon de prouver que je pouvais faire les choses mieux que lui. Lui montrer qu'il avait tort à mon sujet. Et ce faisant, tu as prouvé qu'il avait raison sur tes priorités, ai-je observé doucement. Ironique, n'est-ce pas? Il n'a pas réagi aux commentaires comme il l'aurait fait il y a quelques mois. Le truc, c'est que je commence à penser qu'il n'avait pas entièrement tort sur mes valeurs. Je veux dire, j'ai couru après un style de vie qui ne me rend pas vraiment heureux. Cet aveu, si simple mais si profond, a marqué un tournant dans le parcours de Daniel. La surveillance financière est restée en place. Les structures fiduciaires que maître Renaud avait établies fonctionnaient bien pour éliminer la dette et stabiliser ses finances. Mais la véritable transformation se produisait à l'intérieur. Le docteur Morin a suggéré que Daniel fasse du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière dans un centre communautaire local, utilisant ses connaissances commerciales au service des autres plutôt qu'à la poursuite du statut. D'abord réticent, il a trouvé une satisfaction inattendue à aider les autres à comprendre les bases de l'investissement et à éviter les prêts prédateurs. 6 semaines après la vente de l'appartement à un prix étonnamment bon, compte tenu des circonstances, Daniel m'a invité à prendre un café dans un petit café près de son nouvel appartement. C'était un endroit modeste par rapport à son ancienne maison, mais meublé avec goût et dans les limites de son budget désormais réaliste. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, faisant glisser une petite boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée d'argent que je n'avais pas vue depuis des années. Richard et moi lors de notre 25e anniversaire de mariage, dansant à la réception que nous avions organisée. Ma tête était renversée en arrière de rire à quelque chose qu'il avait chuchoté. Ses yeux pétillaient de joie alors qu'il me regardait. Je l'ai trouvée en faisant les cartons de l'appartement, a expliqué Daniel. Elle était cachée dans le tiroir du bureau de papa. Jay, je ne vous ai jamais vraiment vu comme ça, vous savez, si complètement heureux l'un avec l'autre. J'étais toujours concentré sur le côté affaire de papa. Le succès, le statut. J'ai raté cette partie. J'ai touché doucement la photo. Il était différent avec toi qu'il ne l'était avec moi. Les parents le sont souvent. J'aurais aimé mieux le connaître, a dit Daniel doucement. L'homme qui chérissait cette photo, pas seulement l'homme d'affaires prospère que j'essayais d'imiter. Tu apprends à le connaître maintenant. D'une certaine manière, ai-je suggéré, à travers les plans qu'il a faits, les valeurs qu'il a essayé d'inculquer. Daniel a hoché la tête pensivement. Il y a autre chose que je voulais te dire.
L'organisation de développement communautaire où je fais du bénévolat m'a offert un poste de consultant. C'est à temps partiel, modestement rémunéré, mais ça me semble juste. Le poste était au sein d'une organisation à but non lucratif axée sur le développement de logements abordables, un changement radical par rapport à l'immobilier de luxe que Daniel avait précédemment poursuivi. Il aiderait à structurer le financement de projets au service des familles de travailleurs, utilisant ses connaissances financières pour créer des actifs communautaires durables plutôt que des investissements à haut profit. Ton père serait fier, ai-je dit, sincèrement. Daniel Assuri. Une expression authentique sans la pointe de compétitivité qui avait souvent caractérisé ses interactions avec Richard. Peut-être. Ou peut-être qu'il penserait que c'est un gaspillage de mon diplôme de HEC. Non, ai-je dit fermement. Il valorisait le but avant le profit. Il ne l'a juste pas toujours communiqué efficacement. Eh bien, a répondu Daniel avec un sourire ironique. La communication n'était pas le point fort de notre famille, n'est-ce pas? Mais nous apprenons. En effet, nous apprenions. Lentement, imparfaitement, mais nous apprenions sincèrement à dire des vérités que nous avions longtemps évitées. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, la transformation s'est poursuivie sur plusieurs fronts. Daniel s'est plongé dans son travail de consultant pour l'organisation de développement communautaire, trouvant une satisfaction inattendue dans des projets qui privilégiaient l'impact social aux côtés de la viabilité financière. Nous avons posé la première pierre du projet de logement dans les quartiers hier, m'a-t-il dit lors d'un de nos appels téléphoniques dominicaux désormais réguliers. 24 logements pour les travailleurs essentiels, les enseignants, les infirmières, les premiers intervenants qui ont été chassés de la ville par les prix. Le modèle de financement que nous avons développé est étudié par 3 autres municipalités. La fierté dans sa voix était différente d'avant, plus profonde, plus stable, sans le côté frénétique qui avait caractérisé ses réalisations précédentes. Pendant ce temps, je trouvais mes propres rythmes et joies. Avec les conseils de Marc Chevalier, j'avais commencé à en apprendre davantage sur les voitures classiques que Richard avait collectionnées. L'Aston Martin est devenu mon indulgence occasionnelle, des promenades dominicales le long de la corniche qui me laissaient à la fois exalté et connecté à la mémoire de Richard. Éléonore Martin et moi avions développé une véritable amitié, m'introduisant dans un cercle de résidents de Cassis qui partageaient des intérêts pour le jardinage, l'histoire locale et les événements communautaires. J'ai rejoint le conseil d'administration de la bibliothèque, utilisant mes compétences organisationnelles pour aider à leur campagne de financement annuelle. Le plus surprenant a été mon intérêt croissant pour les aspects financiers de l'héritage de Richard. Henri Garnier avait initialement tout géré, fournissant des résumés simplifiés pour mon approbation, mais progressivement, je me suis surprise à poser plus de questions, voulant comprendre les structures et les stratégies qu'il employait. Vous avez un bon instinct, a remarqué Henri lors de l'une de nos revues trimestrielles. Richard a toujours dit que vous aviez un esprit d'entreprise sous-utilisé. Il ne m'a jamais dit ça, ai-je répondu, surprise. Henri Assuri. Il pensait que vous le rejetteriez. Il disait que vous étiez trop occupé à prendre soin de tout le monde pour reconnaître vos propres capacités. Cette observation m'a amené à réfléchir à la fréquence à laquelle je diminuais mes propres capacités. Je m'étais effacé pour laisser Richard ou Daniel prendre les devants dans des décisions auxquelles j'étais parfaitement capable de participer. Sans le vouloir consciemment, j'avais renforcé leur perception, et la mienne, de mes limites. Plus maintenant. J'ai commencé à suivre des cours en ligne sur les bases de l'investissement et des finances personnelles, non pas pour remplacer mes conseillers, mais pour m'engager plus significativement avec eux. J'ai créé une petite fondation pour soutenir l'éducation artistique dans les écoles publiques, une cause qui m'avait toujours tenu à cœur, mais pour laquelle je n'avais jamais eu les ressources nécessaires pour avoir un impact significatif. Un résultat inattendu de ces changements a été une évolution dans ma relation avec Daniel. À mesure que je devenais plus confiante en mes capacités, il semblait me voir différemment, non plus seulement comme sa mère, mais comme quelqu'un avec des idées et des perspectives dignes d'être prises en compte. Je pensais à cette proposition de développement à usage mixte, a-t-il dit lors d'un de nos dîners. Celle que j'ai mentionnée la semaine dernière. J'aimerais avoir ton avis dessus. J'ai été surprise. Mon avis, Daniel? Je suis loin d'être une experte en immobilier. Non, mais tu comprends les gens et les besoins de la communauté d'une manière qui m'échappe parfois, a-t-il admis. Ce projet ne concerne pas seulement les chiffres. Il s'agit de créer des espaces où différents types de résidents peuvent interagir, soutenir les entreprises locales, réduire les besoins de transport. Tu as un bon instinct pour ce genre de choses. La conversation qui a suivi a été l'un des échanges les plus équilibrés que nous ayons jamais eus. Daniel apportant son expertise technique, moi contribuant par des observations sur la façon dont les espaces affectent les liens humains et la construction de la communauté. Pour la première fois peut-être, nous collaborions plutôt que l'un de nous ne domine l'interaction. Alors que le printemps avançait, j'ai décidé qu'il était temps de prendre des décisions concernant les voitures restantes dans le garage. Après mûre réflexion et consultation avec Marc, j'ai choisi de garder l'Aston Martin,
mais de vendre la Mercedes et la Ferrari. Ces véhicules méritent d'être vus et appréciés, ai-je expliqué à Marc. Les garder enfermés semble être un gaspillage de leur beauté. Les ventes ont été gérées discrètement par le réseau de collectionneurs de Marc, rapportant encore plus que les estimations initiales. Après discussion avec Maître Renaud, j'ai créé 2 fiducies avec les profits, l'une pour soutenir Daniel s'il maintenait sa trajectoire actuelle et l'autre pour l'éducation des futurs petits-enfants, s'ils arrivaient un jour. Les progrès de Daniel se sont poursuivis, bien que non sans revers occasionnels. Il y a eu des moments où de vieux schémas se sont réaffirmés, impatience face au processus, frustration face aux limites, retrait temporaire dans un comportement de recherche de statut. Mais la trajectoire globale est restée positive. Chaque régression était suivie d'une réflexion et d'un réengagement au changement. Le docteur Morin dit que c'est normal, a-t-il expliqué après une semaine particulièrement difficile où il avait failli abandonner son travail à but non lucratif pour une offre lucrative d'un ancien collègue. Changer des schémas de toute une vie n'est pas linéaire. L'important est de reconnaître le retour en arrière avant qu'il ne devienne permanent. Cette conscience de soi durement acquise représentait une croissance plus significative que toute reprise financière ne pourrait le démontrer. Daniel apprenait à se voir clairement, force et faiblesse, valeur et angle mort, sans l'armure défensive qu'il avait maintenue pendant si longtemps. Quant à moi, je découvrais que la sécurité et l'indépendance n'apportaient pas seulement du confort, mais aussi du courage. Le courage d'essayer de nouvelles choses, d'exprimer des opinions que j'aurais pu garder pour moi autrefois, de prendre des décisions basées sur mon propre jugement plutôt que de m'en remettre aux autres. Le plan de succession non conventionnel de Richard, qui avait initialement semblé si cruel dans son déséquilibre, avait finalement accompli quelque chose qu'aucune distribution traditionnelle d'actifs n'aurait pu réaliser. Il nous avait libérés, Daniel et moi, de rôles et d'attentes établis de longue date, créant un espace pour que nous découvrions des aspects de nous-mêmes qui seraient autrement restés dormants. La vieille femme inutile que Daniel avait autrefois rejetée conduisait maintenant une Aston Martin classique le long de la Côte d'Azur, gérait un portefeuille d'investissement substantiel et contribuait de manière significative à sa communauté. Le fils obsédé par le statut trouvait l'épanouissement dans un travail axé sur le but qui ne le rendrait jamais riche, mais qui apportait une satisfaction plus profonde que ses réalisations précédentes. Nous devenions, à notre manière, les personnes que Richard avait cru que nous pouvions être. Le printemps a fait place à l'été, apportant des jours plus longs et des températures plus chaudes sur la côte. Le jardin de la maison a fleuri dans une explosion de couleurs, témoignage de mon approche de plus en plus confiante de la vie en général. J'avais ajouté mes propres touches à l'espace que Richard avait créé, une petite fontaine près de la terrasse, des rosiers grimpant le long de la clôture arrière, des chaises longues confortables positionnées pour admirer le coucher du soleil. Un après-midi de début juillet, j'ai reçu un texto inattendu de Daniel. Date importante à venir. Puis-je passer à la maison ce samedi? La date importante était le 1er anniversaire de la mort de Richard. J'étais conscient de son approche, bien sûr, mais je n'avais pas décidé comment marquer l'occasion. Le fait que Daniel s'en soit souvenu et veuille le souligner ensemble semblait significatif. Bien sûr, ai-je répondu. Dîner? J'aimerais beaucoup. J'apporterai quelque chose de spécial. Quand samedi est arrivé, je me suis retrouvée à la fois impatiente et appréhensive de la visite de Daniel. Nous avions fait des progrès remarquables dans la reconstruction de notre relation, mais l'anniversaire allait certainement susciter des émotions complexes pour nous deux. Daniel est arrivé ponctuellement à 17 heures, portant une bouteille de vin et un petit paquet emballé. Il avait laissé pousser une barbe courte ces derniers mois qui adoucissait les angles vifs de son visage, le faisant ressembler remarquablement à Richard dans sa jeunesse. « Le jardin est magnifique », a-t-il commenté alors que nous nous asseyions sur la terrasse avec des verres de vin. « Tu t'es vraiment approprié l'endroit. » Ça a été thérapeutique, ai-je admis, de créer quelque chose de beau, de le voir grandir et changer. Nous avons discuté facilement de son travail, de mes engagements communautaires, des aventures continues avec l'Aston Martin. Alors que le soleil commençait sa descente vers la Méditerranée, jetant une lumière dorée sur le jardin, l'expression de Daniel est devenue plus sérieuse. « J'ai beaucoup pensé à papa cette semaine », a-t-il dit, à ce qu'il essayait de faire avec tout ça. Il a fait un geste vague, englobant la maison, le garage lointain avec ses trésors, tout le plan de succession compliqué. Moi aussi, ai-je reconnu. À quelle conclusion es-tu parvenu? Daniel a réfléchi à la question, prenant une lente gorgée de vin. Au début, je pensais que c'était une punition, sa façon de montrer sa désapprobation de l'homme que j'étais devenu. Mais maintenant, il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense que c'était le contraire. C'était la chose la plus pleine d'espoir qu'il aurait pu faire. Pleine d'espoir? Il a créé une situation qui nous a forcés tous les deux à sortir de nos schémas confortables. Il t'a donné une indépendance et une autorité que tu n'avais jamais pleinement revendiquées. Il m'a donné une chance de faire face à des vérités sur moi-même que j'aurais pu éviter indéfiniment sinon. Daniel a croisé mon regard directement. Il croyait que nous pouvions être meilleurs, tous les deux,
et il a tout conçu pour créer cette opportunité. La perspicacité m'a frappé par sa clarté. Richard ne m'avait pas seulement protégé d'une vulnérabilité financière potentielle. Il avait offert à sa femme et à son fils un chemin de croissance que ni l'un ni l'autre n'aurions peut-être emprunté autrement. Il y a autre chose, a ajouté Daniel, tendant la main vers le petit paquet qu'il avait apporté. Quelque chose que j'ai trouvé récemment et que je pense que tu devrais avoir aujourd'hui. Je l'ai déballé avec soin pour trouver une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une magnifique alliance d'éternité en saphir et diamant. Mon souffle s'est coupé en la reconnaissant comme le complément de mon alliance originale. Où as-tu trouvé ça? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Dans le coffre-fort du bureau de papa à l'appartement, a expliqué Daniel. Avec ceci. Il m'a tendu une petite enveloppe avec mon nom écrit de la main de Richard. À l'intérieur se trouvait une carte contenant juste quelques lignes. Pour notre 45e anniversaire qui approche. La première alliance était une promesse de la vie que nous construirions. Celle-ci célèbre la vie que nous avons créée. Tout mon amour, toujours. Glissé dans la carte se trouvait un reçu de bijoutier pour l'alliance d'éternité personnalisée. Daté de quelques semaines seulement avant l'hospitalisation finale de Richard, un cadeau d'anniversaire qu'il n'avait pas vécu pour me donner. Il planifiait déjà à l'époque, ai-je dit doucement, les larmes brouillant ma vision. Toujours à penser au moment futur. Le bijoutier avait encore la commande, a dit Daniel. Je l'ai récupérée pour toi. J'ai glissé l'alliance à mon doigt à côté de mon alliance originale. Elle se complétait parfaitement, l'or simple des débuts, les pierres précieuses d'un voyage accompli. Daniel a regardé tranquillement, me permettant ce moment de connexion avec son père. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu depuis des années, une douceur, un respect non entaché d'impatience ou de calcul. Merci, ai-je dit simplement. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. Nous avons parlé pendant une autre heure alors que le crépuscule s'assombrissait en soirée, partageant des souvenirs de Richard qui avaient été trop douloureux à discuter dans les mois qui ont immédiatement suivi sa mort. Tous n'étaient pas positifs. Nous avons reconnu son entêtement occasionnel, sa tendance au secret, sa certitude parfois frustrante qu'il savait mieux que tout le monde. Mais ils étaient honnêtes, créant une image plus complète de l'homme complexe que nous avions tous les deux aimé. Alors que Daniel se préparait à partir, il s'est arrêté au portail du jardin. J'ai l'intention de te demander, qu'est-il arrivé à ces voitures, celles du garage que papa t'a laissées? J'ai souri, me rappelant ma plus récente conversation avec Marc Chevalier. J. Gard, L. Aston Martin. Richard aurait adoré savoir que je la conduis occasionnellement le long de la côte. Les autres ont été vendus, les bénéfices étant répartis entre une fondation soutenant l'éducation financière et une fiducie pour tes futurs enfants. Si tu as des enfants un jour, a répété Daniel pensivement. C'est optimiste. Ton père a toujours été un optimiste dans l'âme, ai-je répondu. Sous sa planification pragmatique se cachait une croyance fondamentale que les gens peuvent grandir, peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes lorsqu'on leur donne les bonnes opportunités. En regardant Daniel s'éloigner en voiture, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire que l'année écoulée avait englobé. Le plan de succession non conventionnel de Richard avait initialement semblé cruel dans son déséquilibre apparent, mais avait finalement atteint précisément ce qu'il avait espéré, la sécurité et l'indépendance pour moi, et un catalyseur pour que Daniel affronte les schémas qui diminuaient sa vie. Toutes les blessures n'étaient pas complètement guéries entre mon fils et moi. Toutes les leçons n'avaient pas été parfaitement apprises. Mais nous avions commencé un nouveau chapitre basé sur l'honnêteté plutôt que sur la commodité, sur le respect mutuel plutôt que sur des rôles obligatoires. Un soir de la semaine suivante, j'ai conduit l'Aston Martin le long de la corniche, le puissant moteur ronronnant sous moi alors que je négociais des virages que Richard ne m'avait jamais vu prendre. Le soleil couchant a transformé la mer en or en fusion, tandis que mes mains, ornées à la fois de l'alliance simple des débuts et du cercle serti de bijoux de l'accomplissement, guidaient le volant avec une confiance croissante. Tu avais raison, ai-je dit à voix haute à la mémoire de Richard, ma voix emportée par le souffle du vent, sur tant de choses. Le garage sans valeur qui avait autrefois représenté le rejet de ma valeur par mon fils avait transformé non seulement ma situation, mais aussi notre relation. L'héritage qui semblait si cruellement déséquilibré s'était avéré être le dernier acte de sagesse et d'amour de Richard pour nous deux. 3 mois plus tard, Daniel a appelé avec une nouvelle inattendue. La contamination environnementale qui avait fait dérailler son projet d'appartement de luxe avait attiré l'attention d'un promoteur de logements à but non lucratif. Ils avaient acheté le site aux enchères de faillite et prévoyaient d'y construire une communauté innovante à revenus mixtes. Ils m'ont demandé de consulter sur le projet, a expliqué Daniel, contenant à peine son excitation. Mon expérience à la fois dans le logement de luxe et abordable me donne une perspective unique. Apparemment, cela signifierait déménager de Lyon, au moins temporairement. Où déménagerais-tu? Ai-je demandé. À Marseille, a-t-il répondu. À seulement 20 minutes de Cassis.
La synchronicité semblait trop parfaite pour être une coïncidence. Richard avait-il en quelque sorte prévu même cette possibilité? Son choix de cassis pour ma nouvelle maison faisait-il partie d'un plan encore plus élaboré que je ne l'avais réalisé? Quoi qu'il en soit, la perspective d'avoir Daniel à proximité, travaillant sur un projet qui correspondait à ses valeurs en évolution tout en nous permettant de continuer à reconstruire notre relation, ressemblait à un autre cadeau de mon extraordinaire mari. Le dimanche suivant, Daniel m'a rejointe pour une promenade en Aston Martin, sa première expérience du véhicule que son père avait si soigneusement sélectionné. Alors que nous signions le long de la corniche, la voiture prenant les virages avec une précision élégante, j'ai jeté un coup d'œil à mon fils sur le siège passager. Son visage arborait une expression d'émerveillement silencieux, non pas face au luxe ou au statut de la voiture, mais à l'artisanat, à l'ingénierie, à la beauté pure de la machine. C'était la même expression que Richard aurait eue, une appréciation de l'excellence plutôt que de la simple exclusivité. Papa avait un goût incroyable, a commenté Daniel alors que nous nous arrêtions sur un belvédère pour regarder le coucher du soleil. Ses voitures, la maison, même les investissements qu'il a choisis, ils ont tous une certaine qualité, une substance au-delà de leur valeur monétaire. C'était toujours son approche, ai-je convenu. Trouver la vraie valeur des choses, pas seulement leur prix. Nous sommes restés assis en silence, regardant le soleil sombrer vers l'horizon. Après un moment, Daniel a repris la parole, sa voix pensive. Tu sais, j'ai réfléchi à ce qu'était le véritable héritage. Pas l'appartement ou les voitures ou l'un des biens matériels. Oh, ai-je encouragé quand il a fait une pause. Le véritable héritage était l'opportunité de changer, a-t-il dit simplement. Papa nous a donné à tous les deux la chance de devenir des personnes différentes, de meilleures versions de nous-mêmes. Toi avec ton indépendance et ta confiance. Moi avec... Il a fait un geste vague, quelle que soit cette transformation que je suis encore en train de traverser. J'ai tendu la main et j'ai brièvement serré la sienne. Je pense que tu as raison. La clé du garage qui n'ouvrait autrefois qu'une porte physique a finalement déverrouillé quelque chose de bien plus précieux. Alors que nous rentrions à Cassis dans le crépuscule naissant, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement, de cercle se fermant et de nouveau commençant. Quoi que l'avenir me réserve, je l'affronterai avec la sécurité de la planification de Richard derrière moi, les leçons de cette année difficile en moi, et la sagesse durement acquise de connaître ma propre valeur pour me guider. Le dernier cadeau de Richard n'avait pas été les voitures ou la maison ou même la sécurité financière, bien que je sois restée profondément reconnaissante pour tout cela. Son véritable héritage était l'opportunité de grandir, de se redécouvrir, de recommencer avec plus de sagesse et de connaissance de soi qu'auparavant. Et c'était un héritage sans prix. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous si vous avez apprécié cette histoire. Découvrez 2 autres favoris de la chaîne, ma belle-fille m'a banni de la naissance de mon petit enfant, et après 40 ans de mariage, mon mari m'a quitté pour sa secrétaire.